Un jeu populaire, Night Defense, le rêve infernal, offre un prix colossal d'1 milliard de wons au premier joueur capable de bloquer 100 vagues d'attaque. Au-dessus de la ville, deux silhouettes observent, représentant les innombrables joueurs rêvant de victoire. Pour un jeune homme, ces 10 milliards de wons sont bien plus qu'un simple prix. C'est une bouée de sauvetage. Si seulement j'avais cet argent, pense-t-il, le visage sombre. Seul dans sa chambre obscure, éclairé uniquement par la lueur de son écran, il voit cet argent comme sa seule échappatoire. Je pourrais m'enfuir, décide-t-il, écrasé par le poids de sa réalité. Aux yeux du public, pourtant, sa vie semble parfaite. Les articles de presse font l'éloge de son père, le député incorruptible Kim Eui-so, et de son fils, élève modèle, devenu le sujet de conversation de son lycée prestigieux. Mais le fils, Kim Ji-hoon, affiche une expression triste et accablée. L'article le qualifie de « fils digne de sa renommée », mais ses yeux racontent une autre histoire, faite de pression et de malheur. Au lycée, quelqu'un fait défiler ce même article sur son téléphone, témoignage de l'image publique que Ji-hoon est forcé de maintenir. Cette réputation attire l'attention. Deux camarades de classe s'approchent du bureau de Ji-hoon, le couvrant de flatteries. « Wow, Yi-hoon, t'es vraiment trop fort !» s'exclame l'une d'elles, se rapprochant de manière inconfortable. La fille se penche, chuchotant d'un air complice. « Ji-hoon, j'ai un truc à te dire. On peut sortir 2 minutes. » L'expression mal à l'aise de Ji-hoon s'accentue. Depuis leur bureau, d'autres élèves murmurent par jalousie. Ils n'arrivent pas à croire que cette fille, elle-même élève modèle et fille d'un membre de l'association, puisse être si proche de quelqu'un comme Ji-hoon. La scène change pour une ruelle isolée. L'attitude amicale de la fille a disparu, remplacée par un ton exigeant alors qu'elle et ses amis coincent Ji-hoon. « Pourquoi tu veux pas me la prêter ?» demande-t-elle. Ji-hoon a l'air désemparé. « Je t'ai déjà filé 300 000 wons la semaine dernière. » supplie-t-il, expliquant qu'il ne peut pas distribuer de l'argent comme ça. Son refus est accueilli par de l'agressivité. L'un des voyous l'attrape par le col, le visage déformé par un sourire malveillant. « Je devrais peut-être te dénoncer alors, » ricane-t-il. « Dire que c'est toi qui as créé ce site illégal. » Ji-hoon panique, essayant de se défendre, mais les brutes l'ont coincé. Il déforme ses propos, affirmant que même s'il n'a pas utilisé le site illégalement, il reste complice. Il se rapproche, le piégeant. « Alors on va juste aller se rendre tous ensemble. » Le narguile, sachant qu'il a bien plus à perdre vu la réputation de son père. Alors, c'est qui le plus grand perdant dans l'histoire? Les yeux de Ji-hoon s'écarquillent de terreur. Une image de l'article de presse traverse son esprit, le député incorruptible Kim Eui-so, l'élu du peuple. La pression immense de l'image publique de son père devient suffocante. Voyant sa peur, la fille change instantanément de tactique. Elle pose une main sur son bras, sa voix devenant douce et persuasive. « Notre Ji-hoon peut le faire, hein? Je compte sur toi, » dit-elle, manipulant sa culpabilité. Ji-hoon rentre chez lui. Il se tient devant la porte de sa maison, un endroit qui n'offre aucune sécurité. Sa main plane au-dessus de la poignée, hésitant un long moment avant de finalement la saisir. Il ouvre la porte brutalement, sa frustration et sa colère accumulées dans la journée explosant enfin. « Putain !» siffle-t-il, mais son éclat est coupé net. Une voix venant de l'intérieur de la pièce sombre le surprend. « Pourquoi restes-tu planté là ?» Ji-hoon se fige, les yeux écarquillés d'alarme. La silhouette sort de l'ombre. C'est son père, le député Kim Eui-so. « Tu as quelque chose à dire ?» demande-t-il, le ton froid et menaçant. « L'élection approche à grands pas, rappelle-t-il, même si tu ne peux pas aider. Ne fais rien qui puisse entacher mon honneur. » La menace est claire. Ji-hoon le regarde, piégé et terrifié par l'homme qui devrait être son protecteur. Sa patience s'amenuise alors qu'il exige une réponse. « Pourquoi tu ne réponds pas ?» En réponse, Ji-hoon affiche rapidement un sourire artificiel et lumineux. « Ne t'inquiète pas, père. Je ne te décevrai pas, » dit-il, recourant à son rôle habituel de fils obéissant. Mais les paroles de son père n'offrent aucun réconfort, seulement un rejet froid. « Décevoir » raille-t-il. « Je me demande s'il reste encore quelque chose en toi qui puisse me décevoir. » Alors que Ji-hoon maintient son sourire forcé, son père expose la cruelle réalité de son existence. « Tu as juste à vivre en faisant ce que je te dis. C'est ça, ta vie. » Ces mots résonnent alors que Ji-hoon se retrouve dans sa chambre, voûté de désespoir, écrasé par le poids du contrôle de son père. Il se prend la tête à deux mains, en agonie, son cri silencieux le déchirant de l'intérieur. « Qu'est-ce que je suis censé faire? Pourquoi vous me faites subir ça, bordel ?» Dans ce moment de désespoir, il sent un contact doux. Son chat, Ruru, lui lèche la main, offrant un petit réconfort silencieux. Surpris, Ji-hoon lève les yeux,
tiré de sa spirale de pensées négatives. C'est Ruru, son fidèle compagnon, assis sur son bureau avec un miaulement joyeux. Un sourire sincère et doux perce enfin son angoisse. « Ruru, tu t'inquiétais pour moi ?» demande-t-il, la voix pleine d'affection. Ruru saute joyeusement sur lui, frottant son visage contre le sien et le chatouillant, réclamant de l'attention et brisant le lourd silence. Il soulève le chat pour jouer, un bref moment de bonheur authentique l'illuminant. Sacrée petite canaille. Berçant Ruru, il se confie à son seul ami. À l'école, à la maison, il n'y a personne de mon côté, nulle part. Ruru, tu es tout ce que j'ai. Ensemble, ils se tournent vers l'écran lumineux, où l'écran titre de Night Defense les attend. Pour Ji-hoon, cela représente son seul espoir. Une détermination farouche brûle dans ses yeux. J'ai enfin passé 99 vagues, pense-t-il, l'interface du jeu se reflétant dans son regard. Maintenant, je dois juste tenir une fois de plus. Mais la 100e vague est un mur brutal et infranchissable. L'écran clignote en rouge avec « Game over » encore, et encore, et encore. Il échoue une fois de plus. L'écran final, moqueur, affichant « Game over » brille dans la chambre sombre alors qu'il hurle de pure frustration. Mais pour coup, affalé dans sa chaise, il fixe son téléphone avec incrédulité. J'ai recommencé des centaines de fois et tout essayé. Ce truc n'a pas été fait pour être fini. Et il n'était pas le seul. Même les streamers populaires perdaient la tête face à ce niveau final impossible. C'est du délire. Comment on fait? Un streamer est prêt à abandonner, maudissant le jeu et avertissant son public imaginaire de ne pas jouer à ce titre frustrant. Le jeu était sorti depuis 1 an, et sa réputation était bien connue. De nombreux joueurs talentueux avaient atteint et terminé la 99e vague. Mais malgré tous leurs efforts, une vérité intimidante demeurait. Personne n'avait jamais réussi à bloquer la 100e vague. Alors que Ruru s'étire sur le bureau, la résolution de Ji-hoon se durcit à nouveau. Mais je peux pas abandonner là. Ses yeux se plissent de concentration, fixant intensément l'écran. Le seul moyen d'échapper à cette vie infernale avec Ruru, c'est ce jeu. Son seul espoir réside dans un objet légendaire lâché par le boss de la 99e vague, le cœur de Rizeldrak. C'était un objet de rang S entièrement amélioré, avec des stats supérieures à tout le reste du jeu. Mais il avait déjà essayé ça. Même quand je m'équipe de ça, pense-t-il en se rappelant ses échecs passés, je n'arrive pas à passer la 100e vague. Entouré de snacks destinés à alimenter une longue session de jeu, il se creuse la tête, désespéré de trouver une solution. Mais comment je peux faire? Au milieu de son désespoir, Ruru tend joyeusement une patte, tapotant l'écran de son téléphone. Ji-hoon lève les yeux, surpris par cette interruption soudaine. Ses yeux s'écarquillent d'horreur. La patte de Ruru a atterri pile sur le bouton démantelé de son objet le plus précieux. Are you? C'est trop tard. L'écran clignote avec une confirmation, cœur de Rizeldrak, démantèlement réussi. L'objet a disparu. Ji-hoon reste figé, abasourdi, la réalité de ce qui vient de se passer s'abattant sur lui. Tout son dur labeur, envolé en un instant. Ah, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le jeu l'informe qu'il a reçu 1000 fragments d'amélioration pour la perte de son meilleur objet. Il s'effondre sur son bureau, la tête dans les mains. Ruruya, si tu démantèles ça, le seul moyen c'est de tout recommencer depuis le début. Il sombre dans le désespoir, remettant tout en question. Même si je recommence, est-ce que ça changera quelque chose? Mais attendez. Parmi les fragments, un nouvel objet inconnu est apparu. Une gemme brillante appelée âme du dragon. C'est quoi ça? Se demande-t-il, sa curiosité piquée. D'habitude, quand on démantèle un objet, on obtient juste des fragments d'amélioration. Mais l'âme du dragon est quelque chose de totalement nouveau, une variable cachée qu'il n'avait jamais rencontrée. Une étincelle d'idée s'allume dans son esprit. Il se penche, une goutte de sueur coulant sur sa tempe. Ça, est-ce que ça pourrait être? Si j'ai raison, il utilise l'âme du dragon, et une poussée d'énergie confirme ses soupçons. C'est ça. Une révélation lui apparaît. C'est ça. Le moyen de battre la 100e vague. Avec une nouvelle détermination, son pouce plane au-dessus du bouton « Recommencer » et appuie sans hésitation. Un montage commence. Même durant sa vie scolaire banale, Ji-hoon est complètement absorbé, son attention fixée sur le jeu pendant les cours. Son dévouement est implacable. Il joue constamment, grindant jour et nuit, que ce soit dans la solitude de sa chambre ou en marchant dans la ville. Les heures se confondent. De retour dans sa chambre, après d'innombrables tentatives, il atteint une fois de plus le précipice, vague 99 terminée. Cette fois, il suit le nouveau chemin. Il démantèle le cœur, obtient l'âme et se prépare pour l'assaut final. Jusqu'ici tout va bien. Si je ne me suis pas trompé. Murmure-t-il,
le visage illuminé par l'écran. Il atteint le défi final, LV100 la dernière vague. D'une main ferme, il appuie sur Start, misant tout sur cette dernière chance. La bataille est une tempête chaotique de lumière et d'action. Les monstres affluents, mais ses défenses tiennent bon. S'il vous plaît, prie-t-il, sa concentration absolue. Le combat fait rage, plus intense que jamais. Il verse toute sa concentration dans l'écran, ordonnant mentalement à ses unités de tenir bon. S'il vous plaît. Cette fois, ses yeux sont écarquillés par une concentration maniaque, le point culminant de tout son espoir et de sa frustration étant en jeu, « Je vais le finir », hurle-t-il. Et puis, un flash de lumière éclatant. L'écran brille avec un seul mot magnifique, « Victoire ». Il a du mal à y croire. Je l'ai fini. La réalisation le frappe comme une décharge électrique. Il bondit sur ses pieds, le téléphone serré dans ses mains, un sourire sauvage et extatique se répandant sur son visage alors qu'il accomplit enfin l'impossible. Je l'ai fini. Il pivote, prêt à crier la nouvelle à son seul ami, Ruru. Mais son cri de triomphe meurt dans sa gorge. Son père se tient dans l'embrasure de la porte, sa silhouette rendue menaçante par le club de golf qu'il tient à la main. Une voix froide tranche son moment de gloire. Tu as fini quoi? Ji-hoon bafouille, sa joie se transformant en effroi. Ah, père! La voix de son père est chargée de venin. J'ai reçu un appel de tes amis. Point. Ils ont osé me réclamer de l'argent, utilisant ton erreur triviale comme excuse. Le club de golf oscille dangereusement. Ji-hoon essaie d'expliquer, mais ses mots sont étouffés par la peur. La rage de son père est palpable alors qu'il lève le club. Je croyais t'avoir dit, siffle-t-il, de ne rien faire qui puisse entacher mon honneur. Ji-hoon s'effondre, le corps tremblant. Ah, père! Je suis désolé, crie-t-il, mais ses supplications tombent dans l'oreille d'un sourd. La silhouette terrifiante de son père levant le club est la dernière chose qu'il voit alors qu'il promet « Je ferai en sorte que ça n'arrive plus jamais ». Mais ses excuses ne valent rien. Le club s'abat avec une force impitoyable. Le bruit de quelque chose qui se brise remplit la pièce. Ce n'est pas son corps qui est brisé, mais son téléphone. Sa seule échappatoire, détruite en un instant. L'appareil brisé gît sur le bureau, symbole de sa propre impuissance. Je suis faible, pense-t-il, l'amère vérité le submergeant. Je ne peux rien faire contre mon père. Une seule larme brûlante s'échappe, point culminant de toute sa douleur et de son ressentiment. Toi, celui qui n'a jamais rien fait pour moi. Une nouvelle peur, plus terrible encore, le saisit. Il regarde autour de la pièce, cherchant la seule créature qui lui ait jamais montré de la gentillesse. « Père, tu n'as pas vu mon chat Ruru ?» La réponse de son père est d'une désinvolture glaçante. « Tu n'as plus besoin d'une chose pareille. » Le sang de Ji-hoon ne fait qu'un tour. Quoi? L'horrible implication lui apparaît, et il serre les dents, une vague de nausée et de rage montant en lui. Son père remarque le changement d'expression de son fils, son ton dégoulinant de mépris. C'est quoi cette tête? La peur de Ji-hoon est complètement remplacée par une colère frénétique et désespérée. Il se jette en avant, la voix brisée. Où est Ruru? Son père le regarde de haut, le visage masqué par un mépris total alors qu'il porte le coup final, destructeur d'âme. Ne t'inquiète pas. À l'heure qu'il est, elle doit être avec ta défunte mère. Le monde vole en éclats. Le dernier morceau de son cœur, la dernière chose qu'il aimait, lui a été enlevé. Son esprit ne peut former qu'un seul mot. Toi. Les paroles hypocrites de son père traversent sa mémoire, chacune étant un nouveau coup de poignard dans son cœur. Tu as juste à vivre en faisant ce que je te dis. Alors tu auras la richesse, l'honneur, tout ce que tu veux. Alors ne me déçois plus. Ces mots résonnent comme une blague cruelle, exposant le gouffre béant et vide là où l'amour d'un père aurait dû se trouver. Il lève les yeux vers ce visage, le voyant totalement dénué d'affection. Yeah. Crois en toi. Les platitudes vides d'un monstre. De retour dans le présent, quelque chose en Ji-hoon finit par se briser. Je déteste ça, pense-t-il, ses yeux brûlant d'une haine si pure qu'elle en est terrifiante. Je ne peux plus supporter ça. Il tremble, non pas de peur, mais d'une rage qui a tout consumé. À ce moment-là, il s'effondre complètement. Alors qu'il reste agenouillé sur le sol, brisé et vaincu, une série de notifications retentit soudainement derrière lui. Felicitations. Vous êtes le premier joueur à finir Night Defense. Mais la victoire n'a plus aucun sens. Des larmes de chagrin coulent sur son visage. C'est trop tard. C'est fini maintenant, sanglote-t-il. Il n'y a plus aucune raison de s'enfuir. Plus aucune raison de tenir le coup. Alors qu'il pleure, l'écran brisé de son téléphone s'allume à nouveau, non pas avec un game over, mais avec un nouveau message cryptique émergeant des décombres. Je vous invite dans mon monde. Alors que l'invitation se complète, un éclair brillant fissure l'écran, arrachant Ji-hoon à sa réalité.
Il est aspiré à travers le voile numérique, alors qu'un pilier de lumière descend des cieux sur un vaste royaume médiéval. À l'intérieur d'une grande salle du trône, chevaliers et nobles regardent avec admiration Ji-hoon se matérialiser au centre de la salle. Le voilà. Allait-il, celui qui va nous sauver. Il se retrouve agenouillé au milieu d'une mer de chevaliers, qui le salue d'un titre unique et révérencieux, le chevalier légendaire. Une foule de villageois se joint au chœur, leur visage rempli d'un espoir désespéré. Vous êtes enfin venu. Le sauveur qui va nous délivrer. Mais alors que Ji-hoon observe la scène, il ressent un vide étrange. C'est bizarre, pense-t-il, le visage inexpressif. Les larmes ne sortent plus. Le chagrin écrasant et la rage d'il y a quelques instants ont disparu, remplacés par un calme glacial. J'ai l'impression que mes émotions ont été réinitialisées. Une silhouette royale, assise sur un trône s'éclaircit la gorge, sa voix résonnant dans la salle. Astériscum. Astérisque êtes-vous, le chevalier légendaire qui sauvera le royaume. La question lui est adressée, confirmant la réalité bizarre de sa situation. Ji-hoon regarde le roi, un choc de reconnaissance le traversant. Ce visage. La scène est identique à la cinématique d'ouverture pixelisée du jeu qu'il vient de conquérir. Le roi se présente, la voix pleine d'autorité royale. Je suis le jeune roi du royaume de Jordia, Bélis Jordia III. Le roi Bélis explique la situation désastreuse, ses mots peignant un tableau sombre d'un royaume assiégé par des monstres, reflétant parfaitement l'intrigue du jeu. Comme sur un signal, un soldat paniqué fait irruption dans la salle du trône en criant « Votre Majesté ». Nous avons de gros ennuis. Ji-hoon observe le drame qui se déroule avec une froideur détachée. Le cadre du royaume et la situation actuelle. Un conseiller chuchote frénétiquement au roi, l'urgence de la situation étant palpable. C'est exactement pareil que l'intro de Night Defense. Cette réalisation cimente sa nouvelle et incroyable réalité. Le roi décide de se passer des formalités. La situation est devenue urgente, déclare-t-il. C'est pourquoi je vous donne l'ordre de faire court. Devenez le commandant des chevaliers et protégez le royaume. Alors qu'il parle, une fenêtre système se matérialise devant Ji-hoon, lui présentant un choix, accepter ou rejeter l'offre du roi. Ji-hoon se lève lentement, la voix ferme. Je ne sais pas si c'est un rêve ou non, mais je ne vais le dire qu'une fois. Alors écoutez bien. Son regard est froid, dépourvu de l'espoir et du désespoir qui le définissaient autrefois. Maintenant, pour moi, 1 milliard de won. Des flashs de sa vie passée, les moments fugaces de joie avec Ruru, le tourment constant, la trahison finale et écrasante, traversent son esprit. Ça ne vaut rien. La foule murmure, confuse par l'attitude étrange de leur supposé chevalier légendaire. Le roi, interprétant mal ses paroles, continue sa grande offre. Si vous pouvez devenir le commandant des chevaliers du royaume et protéger l'humanité, peu importe ce que vous désirez, je vous l'accorderai, quoi que ce soit. La promesse d'une récompense infinie flotte dans l'air, un test final pour le garçon brisé qui n'a plus rien à perdre. Ji-hoon lève les yeux, son regard croisant celui du roi. Il répète les mots, testant leur poids. N'importe quoi, vous l'accorderez. Le roi sourit, condescendant et sûr de lui. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, dit-il, ses mots faisant écho aux promesses vides que Ji-hoon a entendues toute sa vie. Vous avez juste à faire ce que je commande. Ces mots, faire ce que je commande, frappent une corde dissonante, déclenchant une vague de souvenirs traumatisants. Son visage se tord dans une rage soudaine et viscérale. Dans son esprit, le visage du roi se transforme en celui de son père, leurs voix se mélangeant en une seule exigence oppressante. Alors richesse et honneur, tu auras tout ce que tu désires. Je crois en toi. Les deux figures d'autorité de sa vie, l'une réelle et l'autre virtuelle, ne font plus qu'une, des tyrans exigeant son obéissance. Et à ce moment-là, le barrage cède. Toute la douleur, la colère et le ressentiment qu'il a supprimés pendant des années éclatent en un seul cri de défi. Je ne le ferai pas. La salle du trône entière est stupéfaite, plongée dans le silence. Le roi fixe Ji-hoon, totalement choqué par ce rejet sans précédent. La voix de Ji-hoon est remplie du poison d'une vie entière à être utilisée. Partout où je vais. À cause du titre de fils de député, ce type et cet autre type. Ils ont tous essayé de m'utiliser. Les visages de ces tourmenteurs défilent devant ses yeux, une galerie de manipulateurs souriants. Même ici, ricane-t-il, son regard balayant la salle opulente, vous voulez que je devienne l'esclave du chevalier légendaire. La foule est totalement désorientée. Leur sauveur rejette sa destinée. Chevalier, monsieur. Ils se moquent des récompenses qu'ils offrent, les prix qui semblaient autrefois si importants. Richesse et gloire? J'ai pas besoin de ça. Le roi ne peut que regarder, son expression se durcissant alors qu'il réalise que le garçon devant lui n'est pas le héros malléable qu'il attendait. Avec un regard de pure haine non dissimulé, Ji-hoon prend sa décision. Sa main s'avance vers la fenêtre système.
Allez tous, vous faire foutre. Son doigt appuie sur le bouton rougeoyant « Refuser ». Un acte de rébellion ultime contre le destin que tout le monde essayait de lui imposer. Le roi et son conseiller regardent avec une incrédulité totale. Cela ne faisait pas partie de la prophétie. Le chevalier légendaire. C'est impossible. Le système lui-même semble se briser sous la pression de son choix. La commande « Refuser » glitch alors que les yeux de Ji-hoon brûlent d'un rouge intense, sa volonté écrasant le code même de ce monde. La narration cachée originale du jeu est révélée. Après un certain temps, les monstres attaqueraient le royaume, et le joueur échouerait inévitablement à le protéger. Le jeu a été conçu pour être une tragédie. C'était censé être la fin. Une histoire d'échec inévitable. Ou c'est ce que je pensais, mais son rejet a cassé le script. De nouvelles fenêtres glitchées apparaissent, vous avez rejeté la faction humaine. Route Kashi débloquée. Et enfin, faction des monstres ouverte. Ji-hoon fixe son reflet dans la fenêtre système cramoisi, une réalisation naissante dans ses yeux. Route Kashi. Il comprend maintenant. Le jeu n'a jamais été juste une question de défense. Une faction de monstres dans un jeu de défense, ça veut dire que ce n'est pas de la défense, c'est une invasion. Une vision d'un royaume en flammes, un destin de sa propre création, remplit son esprit. Alors que le chapitre se clôt, le roi regarde, une reconnaissance silencieuse passant entre eux. Les choix viennent avec des responsabilités. Une voix retentissante annonce à la foule agitée que l'homme qu'ils connaissaient n'est plus leur chevalier légendaire. Le roi, le visage déformé par la rage, pointe un doigt accusateur. Il le qualifie d'ennemi ayant apporté l'humiliation à la couronne. Le roi termine sa proclamation, déclarant qu'il a mis le royaume entier et son peuple en grave danger. La caméra se rapproche de Kim Ji-hoon, qui absorbe l'accusation avec une expression stoïque. Alors que le roi appelle les chevaliers du royaume, une fenêtre système apparaît devant Ji-hoon, lui offrant une nouvelle voie. Une route cachée vers le camp des monstres est maintenant ouverte. Avec un ordre final et furieux, le roi ordonne à ses chevaliers de décapiter le traître. Les soldats en armure chargent, leurs armes prêtes. Un gros plan sur le visage de Ji-hoon révèle ses pensées intérieures. Il a enduré l'injustice et la cruauté jusqu'à présent, se retenant toujours. Alors que les chevaliers se rapprochent pour l'abattre, Ji-hoon se souvient de sa résolution. Il a enduré encore et encore, mais c'est fini. Avec ses yeux brillants d'un rouge assoiffé de sang, Ji-hoon semble prêt à libérer sa rage refoulée. Alors que les lames des gardes se referment sur lui, une seule pensée traverse son esprit, mourir. Il serre les dents, son expression se durcissant. Il en a marre de tout supporter. En quoi suis-je différent de quelqu'un qui est déjà mort? Une onde de choc massive d'énergie rouge érupte de Ji-hoon, projetant les chevaliers au loin et plongeant la salle du trône dans le chaos. Le roi fixe la scène avec des yeux écarquillés d'incrédulité, totalement choqué et incapable de comprendre la tournure soudaine et violente des événements. Un message système déclare « Sélection de factions complète ». Une silhouette terrifiante et ténébreuse aux yeux rouges brillants émerge, confirmant le choix de Ji-hoon de s'allier aux monstres. De nouvelles notifications système inondent la vision de Ji-hoon, expliquant les avantages de sa nouvelle faction. Il surpassera les capacités humaines, ce qui causera l'hostilité des humains. Les monstres seront attirés par lui, et il peut maintenant voir leurs stats. Le système révèle le but ultime de la faction des monstres, la destruction complète de la faction humaine. Ji-hoon, maintenant enveloppé d'une aura sombre et puissante, accepte sa nouvelle mission. La scène change pour une vaste armée de gobelins et d'autres monstres se rassemblant devant une forteresse sous un ciel brûlant. La voix de Ji-hoon résonne. À partir de maintenant, c'est à mon tour d'attaquer. Un compte à rebours apparaît, montrant seulement 10 minutes restantes avant que la première vague de l'invasion de monstres ne commence. Le système affiche une fois de plus l'objectif final, gravant les mots dans l'esprit de Ji-hoon, détruire la faction humaine. Et la récompense pour l'accomplissement de cette tâche monumentale est révélée. Le joueur pourra prendre l'un des objets existants dans ce monde de jeu, et retourner dans son monde d'origine. Ji-hoon lève les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. La pensée de rentrer est maintenant une possibilité tangible. Un flashback révèle un souvenir précieux. Une femme souriante tenant un petit chat, se demandant si son fils pourrait devenir son ami. C'est le passé que Ji-hoon se bat pour reconquérir. De retour dans le présent, la salle du trône est dans le chaos. Les chevaliers sont éparpillés sur le sol, titubant suite à la puissante explosion d'énergie. Les chevaliers survivants sont en état de choc. L'un d'eux crie, demandant ce qu'était cette explosion, tandis qu'un autre remarque l'énergie incroyablement menaçante émanant de l'endroit où se tient Ji-hoon. Le roi, toujours sur son trône, lutte pour assimiler ce qu'il vient de voir. Il se demande si l'être qui a déchaîné une telle puissance peut encore être appelé un monstre. Le roi reste là à méditer sur la puissance terrifiante dont il vient d'être témoin. Il n'avait jamais ressenti une énergie pareille auparavant, et c'était indéniablement monstrueux. Mais alors que les humains sont sous le choc,
Ji-hoon analyse déjà la situation. Il sait que la sélection de factions ne faisait pas partie du jeu original auquel il a joué. Pourtant, il prédit que si la progression centrale reste la même, le jeu le guidera bientôt vers son prochain objectif. Tout comme il l'avait prédit, une nouvelle quête principale apparaît. C'est le « Serment de la faction des monstres », et sa mission est de percer la défense des soldats et d'attaquer les humains. La récompense est une boîte d'objets aléatoires. Ji-hoon observe calmement que bien que les détails spécifiques de la quête aient changé, la progression fondamentale du jeu reste la même que dans ses souvenirs. Suivant la logique originale du jeu, il anticipe que la prochaine récompense devrait être un ticket d'invocation de chevalier aléatoire de rang S, qui lui accorderait un allié puissant parmi une sélection de guerriers d'élite. Cependant, au lieu d'un ticket, un grand œuf sombre se matérialise devant lui, le laissant complètement stupéfait et confus. Il assimile le changement. Normalement, il commencerait avec un chevalier de rang S, mais une fenêtre système clarifie qu'en récompense pour avoir choisi la faction des monstres, il a reçu un œuf de monstre aléatoire de rang S. Comprenant la logique, il accepte la récompense et choisit de le faire éclore. Le système confirme son choix. Alors que l'œuf commence à se fissurer et à briller d'une énergie intense, les chevaliers environnants regardent avec appréhension. Une forme sombre et ténébreuse, avec ce qui ressemble à des ailes, commence à émerger de l'œuf en éclosion. Les chevaliers sont figés de choc et d'admiration, regardant le puissant rituel d'invocation se dérouler sous leurs yeux, se demandant quel genre de créature est sur le point d'apparaître. Ji-hoon est totalement choqué. Il connaît le nom du monstre. Il n'arrive pas à croire que le jeu lui donne une créature de ce calibre dès le tout début. La créature invoquée n'est autre que Rizeldrak, le dragon à sang-froid, le boss infâme et excessivement puissant de la 99e vague du jeu. Ji-hoon saisit immédiatement le potentiel terrifiant. Si un Rizeldrak adulte devait être invoqué au cœur du royaume, la faction humaine entière serait annihilée en un instant. Mais avec un pop comique, l'invocation se termine. Au lieu d'une bête redoutable, une minuscule créature rouge et mignonne avec des ailes de chauve-souris apparaît, lâchant un petit graou. Ji-hoon fixe la scène avec incrédulité. Cette minuscule créature est le légendaire Rizeldrak? Il remarque alors son statut. Il est seulement niveau 1, un simple bébé. Le bébé Rizeldrak penche la tête, regardant Ji-hoon avec de grands yeux jaunes curieux. La créature apparemment inoffensive lèche doucement le doigt tendu de Ji-hoon. Encore sonné par la tournure des événements, Ji-hoon arrive à peine à bafouiller la première lettre du nom du dragon. Alors que le bébé dragon flotte d'un air interrogateur, une notification système apparaît, accordant à Ji-hoon une nouvelle compétence, l'œil du souverain. Il lit la description de la compétence. C'est une capacité passive qui lui permet de voir les stats détaillées des monstres et des objets. Voyant la petite créature non menaçante, l'un des chevaliers tente de remonter le moral des troupes, disant d'une voix tremblante à ses camarades de ne pas avoir peur puisque ce n'est qu'un petit monstre. Suivant les ordres de leur commandant, les chevaliers chargent une fois de plus, encerclant complètement Ji-hoon et son nouveau petit compagnon. Le visage de Ji-hoon se durcit de résolution. Il ne se soucie plus de savoir si c'est un rêve ou la réalité. Il sait seulement qu'il doit se battre pour survivre. Un message système confirme « cible désignée », alors que l'œil de Ji-hoon brille d'une lumière violette, activant sa nouvelle compétence « œil du souverain » pour la première fois. Il concentre sa nouvelle vue sur le bébé dragon, un réticule de visée apparaissant sur lui. Il sait que cette petite créature est la seule chose sur laquelle il peut compter pour l'instant. Utilisant œil du souverain, il examine les capacités de Rizeldrak et trouve ce qu'il cherchait, une compétence appelée « souffle du dragon LV1 ». C'est sa seule chance. Avec un nouvel espoir, Ji-hoon crie l'ordre « Rizeldrak ». Le petit dragon répond, ouvrant la bouche pour rassembler une boule d'énergie sombre tourbillonnante, se préparant à déchaîner son attaque dévastatrice. Les chevaliers poussent un cri de guerre en chargeant, mais Ji-hoon tient bon, imperturbable. Ji-hoon crie le nom de la compétence « Souffle du dragon », alors que le minuscule Rizeldrak ouvre la gueule, rassemblant une boule d'énergie immense. Un rayon massif d'énergie rouge pure érupte de Rizeldrak, engloutissant la première ligne de chevaliers sous les yeux écarquillés et impatients de Ji-hoon. Le souffle du dragon déchire les soldats en armure, un déploiement de puissance dévastateur qui annihile tout sur son passage. Le rayon ne s'arrête pas. Il continue sa trajectoire destructrice, transperçant directement le mur extérieur massif du palais royal. D'énormes morceaux de pierre et de débris du mur du palais pleuvent sur la ville en contrebas, faisant hurler les citoyens de panique et de terreur. Dans les conséquences, Ji-hoon et Rizeldrak se tiennent devant un trou béant massif dans le mur de la salle du trône, regardant la ville désormais visible. Ji-hoon reste sans voix, complètement impressionné par la puissance destructrice absolue venant d'une compétence de niveau 1. Un noble terrifié hurle d'incrédulité, incapable de comprendre comment le mur du palais royal a été détruit en une seule attaque. Les autres survivants sont tout aussi terrifiés, traitant Ji-hoon de démon et se demandant quel genre de créature horrifique il a invoqué. Un sourire en coin se dessine sur le visage de Ji-hoon.
Il se dit que ça pourrait être plus facile qu'il ne le pensait initialement. Tout ce qu'il a à faire, c'est conquérir le château. Il se souvient de la récompense ultime, retourner dans son monde d'origine avec un objet du jeu. Il se demande momentanément si le système exaucera vraiment son vœu. Il se rappelle que le monde de Night Defense est rempli d'innombrables objets puissants. Il est certain que parmi eux, il doit y en avoir un avec la capacité spécifique dont il a besoin. Alors que des images d'armes légendaires traversent son esprit, il se dit qu'il n'y a pas besoin de précipiter les choses. Après tout, pense-t-il en repensant au souvenir d'une chambre sombre et solitaire, il n'y a pas de raison particulière pour lui de vouloir retourner à son ancienne vie tout de suite. Avec Rizeldrak grognant doucement sur son épaule, Ji-hoon écarte ses pensées. Pour l'instant, il se concentre uniquement sur l'accomplissement de la mission en cours. Regardant le trône d'en bas, Ji-hoon qualifie de manière moqueuse le roi de « représentant de la faction humaine ». Il prête ensuite un serment solennel. « À partir de maintenant, je vais vous anéantir. Peu importe ce qui arrive, je ne laisserai pas ces récompenses me glisser entre les doigts. » La scène change pour une vue d'ensemble du royaume, maintenant couvert d'un léger manteau de neige, avec de la fumée s'élevant du palais. Loin du chaos, une chevalière avec une queue de cheval blonde nommée Lib, sans la perturbation, se demandant ce qui peut bien se passer au palais royal. De retour à l'intérieur du palais, un homme cherche son souffle, murmurant qu'il a juste besoin d'un peu plus de temps. La chevalière, Lib, est vue se précipitant dans les couloirs du palais, sa lance à la main, criant à sa majesté de tenir bon encore un peu. Voyant son opportunité, Ji-hoon se tourne vers son petit compagnon. « Rizeldrak » ordonne-t-il, encore un coup, juste comme avant. Le petit dragon se tourne, accusant réception de l'ordre, alors qu'il commence à briller de puissance. La vue du monstre rassemblant à nouveau de l'énergie met la cour royale en frénésie. Un officier terrifié hurle aux soldats au bouclier de protéger sa majesté, leur ordonnant de former un mur défensif de 2, non, 3 couches d'épaisseur. Ji-hoon se moque du mur de bouclier. Il sait que peu importe combien de couches il forme, ce sera inutile contre la puissance qui a brisé le mur du palais lui-même. Avec Rizeldrak perché sur son bras et brillant d'énergie sombre, Ji-hoon pointe résolument vers l'avant, déclarant sa cible. Sa seule et unique cible est le roi, qui est assis sur son trône avec un regard de défi sombre. Mais juste au moment où l'attaque est sur le point d'être lancée, le chevalier Harry fait irruption dans la salle du trône, annonçant son arrivée au roi. Les soldats au bouclier restants se rallient immédiatement, formant un mur dense de boucliers devant le trône pour protéger leur majesté. Ji-hoon donne l'ordre de tirer alors que Rizeldrak charge un autre souffle du dragon dévastateur. Mais l'attaque s'essouffle. Rizeldrak laisse échapper un faible nuage de fumée, clairement épuisé, alors que les chevaliers crient pour leur roi. Un officier se précipite aux côtés du roi, submergé de soulagement, s'exclamant que sa majesté est sauve. L'officier, encore secoué, regarde vers Ji-hoon et se demande pourquoi l'attaque puissante s'est soudainement arrêtée. Une terrible réalisation frappe Ji-hoon. Il réalise que le petit dragon a consommé des PM quand il a utilisé cette compétence, ce qui signifie que les monstres doivent fonctionner selon la même règle. La description de la compétence pour souffle du dragon confirme sa peur. Elle consomme une grande quantité de PM et l'épuisement entraîne une fatigue, marquée par des cernes. Il essaie de commander même une attaque normale au Rizeldrak épuisé, mais la petite créature est complètement vidée. Rien ne se passe. Rizeldrak laisse juste échapper un faible nuage de fumée, incapable de rassembler plus d'énergie. Il savait que ça semblait trop facile. Maintenant, avec Rizeldrak vidé, il n'a pas d'autre choix que d'attendre la fin du temps de recharge de la compétence. La chevalière, Lib, fait quelques pas lents et délibérés en avant. « C'était toi » demande-t-elle, la voix froide et autoritaire. L'arrogant qui a osé viser la vie de sa majesté. Ji-hoon reste silencieux, l'expression sombre. À côté de lui, Rizeldrak a l'air complètement usé, avec des cernes sous les yeux. L'esprit de Ji-hoon s'emballe, se rappelant le système de classement du jeu. Les chevaliers sont divisés en rangs de D à S, il sait que le guerrier devant lui est tout en haut. Une carte système apparaît, confirmant ses peurs. Ce chevalier est l'un des 12 chevaliers d'élite du zodiaque de rang S, identifié comme rang S Harry. Le formidable chevalier aux cheveux blancs se tient devant eux, son identité désormais claire. C'est Harry. Harry se précipite aux côtés du roi, confirmant son statut de chevalier le plus fort du royaume. Il demande s'il est indemne. Ji-hoon réalise à quel point il est dans le pétrin. Sa seule arme est en recharge, et il fait face à un adversaire de rang S. Le roi déclare que la guerre est désormais imminente et donne un ordre unique et glaçant à son chevalier le plus fort. Élimine rapidement l'ennemi qui a envahi le palais. Harry répond sans hésitation, « À vos ordres ». Sa lance commence à briller d'une puissance ardente intense. Ji-hoon commence à paniquer. Un chevalier de rang S est apparu de nulle part, le laissant coincé et impuissant. Il n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire. Le nom résonne dans son esprit. Harry,
l'un des 12 chevaliers de rang S, toute la gravité de sa situation le frappe enfin avec une clarté terrifiante. Harry charge sa lance d'une immense magie de feu, se vantant que puisqu'il possède une puissante compétence de zone dès le début, Ji-hoon ne fera que danser vers la mort. Ji-hoon reconnaît la puissance écrasante de son adversaire, le qualifiant de perso totalement chéaté de début de jeu, alors qu'il déchaîne sa compétence ultime, mur de flamme. Un mur de feu massif et rugissant érupte de sa position, consumant la salle du trône entière alors qu'il fonce vers Ji-hoon. Ji-hoon ne peut que fixer avec une terreur aux yeux écarquillés le brasier qui se précipite pour l'incinérer. Le souffle est si puissant qu'il explose hors du flanc du palais, témoignage de la capacité dévastatrice du chevalier de rang S. Les serviteurs et officiels du palais pris dans l'explosion sont brûlés vifs, leurs silhouettes sombres tendant les bras en agonie alors qu'ils sont consumés par les flammes. Ils hurlent de douleur et de confusion, demandant pourquoi eux, les spectateurs innocents, ont été pris dans l'attaque. S'étant jetés au sol de justesse, Ji-hoon regarde avec horreur les victimes appelées à l'aide, impuissants. Il se souvient des mécaniques de la compétence grâce à sa connaissance du jeu. Mur de flamme tire du feu en ligne droite du lanceur vers la cible. Sachant qu'il était la seule cible, il a réussi à plonger hors du chemin juste à temps, serrant Rizeldrak, qu'il appelle Ruru, contre sa poitrine pour le protéger. Il regarde en arrière vers la dévastation puis vers Harry, réalisant avec fureur qu'il se fiche éperdument de ce qui arrive à quiconque se trouve sur son chemin. Il serre les dents, dégoûté par le mépris total du chevalier pour la vie de son propre peuple. Harry se moque de lui depuis l'autre bout de la salle calcinée, ricanant qu'il esquive comme un foutu rat. Avec une intention meurtrière froide dans les yeux, il promet de lui brûler un joli trou enflammé droit dans le cœur. Ji-hoon analyse rapidement la situation. Harry joue peut-être les généreux, mais il sait que sa grosse compétence, mur de flamme, est maintenant en recharge. Il pense qu'il pourrait y avoir une chance, mais un cri faible du Rizeldrak épuisé lui rappelle qu'il n'a aucun moyen de riposter. Son espoir s'évanouit immédiatement. Harry bondit dans les airs, épée en main, lui disant de ne pas bouger. Ça fera plus mal si tu bouges. Dans un état de désespoir total, l'esprit de Ji-hoon s'emballe, cherchant frénétiquement n'importe quel moyen d'échapper à son destin funeste. Alors qu'Harry se rapproche pour le coup de grâce, il hurle dans son esprit qu'il n'est pas venu jusqu'ici pour que ça finisse comme ça. À ce moment précis, une fenêtre système apparaît. C'est une récompense de quête principale, une boîte d'objets aléatoires non réclamés. Le système demande s'il veut la réclamer maintenant. Ses yeux s'écarquillent de choc. Une récompense de quête principale? Il essaie frénétiquement de l'accepter, hurlant au système de se dépêcher. Avec l'attaque d'Harry à seulement quelques instants, il hurle à la fenêtre système « Donne-le-moi ». Le système confirme « Vous avez accepté ». Un flash de lumière brillant jaillit d'un objet nouvellement matérialisé dans ses mains. Alors que l'attaque d'Harry descend, l'objet est révélé. La boîte aléatoire lui a donné un sort d'invocation. Un gros plan sur le visage de Ji-hoon montre la lumière du sort d'invocation se reflétant dans son œil, une lueur d'espoir soudaine et inattendue face à une mort certaine. Harry et Ji-hoon sont tous deux stupéfaits et réduits au silence. Le sort d'invocation s'ouvre, révélant l'image d'une épée sombre et puissante s'élevant d'un tourbillon de lumière dorée. Aucun d'eux ne sait ce que c'est, mais elle irradie une puissance immense et inconnue, laissant le chapitre sur un suspense à couper le souffle. Continuant depuis le dernier chapitre, Kim Ji-hoon fixe avec incrédulité la récompense qu'il vient de recevoir. Ses yeux s'écarquillent de choc alors qu'une lumière dorée brillante émane de la boîte d'objets. De la boîte rougeoyante, la silhouette d'une épée massive et ornée émerge, irradiant une aura immense et puissante. Soudain, une poussée de puissance traverse Ji-hoon. Son œil brille d'une lumière violette alors qu'une notification système annonce que sa compétence, œil du souverain, a été activée. Le système révèle l'identité de l'épée, une arme de classe S nommée Elbringer, une lame décrite comme apportant destruction et chaos. Avec son compagnon Rizeldrak sur l'épaule, Ji-hoon est totalement stupéfait. Penser qu'il obtiendrait un objet de rang S dès sa toute première boîte aléatoire dépassait ses rêves les plus fous. Il contemple la puissance immense qu'il tient maintenant entre ses mains, réalisant l'implication derrière le fait d'avoir reçu une telle arme destructrice. Alors qu'il abaisse la lame, sa pointe touche le sol du palais. Ji-hoon arrive à une conclusion sombre. On lui a donné ce pouvoir pour annihiler la faction humaine. Au moment où l'épée entre en contact, le sol sous elle tremble et se fissure violemment sous son poids et sa puissance. Ji-hoon fixe la scène, choqué, incapable d'anticiper la puissance destructrice immédiate de l'arme qu'il vient d'obtenir. En un instant, la section entière du sol du palais royal explose en un nuage de poussière et de débris. Pris complètement au dépourvu par l'effondrement, Ji-hoon perd l'équilibre et tombe dans le gouffre nouvellement formé. Il crie alors qu'il chute dans les airs, le monde devenant flou autour de lui tandis que le sol se précipite à sa rencontre. Dans un mélange de colère et d'incrédulité, il maudit la construction bâclée du palais royal, n'arrivant pas à croire qu'il n'ait même pas pu résister au simple poids d'une arme. La scène devient floue alors qu'il continue sa descente incontrôlée,
des débris de l'explosion tombant tout autour de lui. Un air de panique et de détermination traverse son visage, alors qu'il essaie désespérément de trouver un moyen de se sortir de ce pétrin. Alors qu'il tombe, Ji-hoon pense qu'il n'a même pas encore commencé sa mission. Il refuse de laisser ça finir aussi pathétiquement. Se préparant à l'impact, il se raidit pour le crash inévitable. Mais alors, sa chute s'arrête soudainement. Haletant lourdement, Ji-hoon réalise qu'il plane dans les airs, en sécurité pour le moment. Confus, il regarde autour de lui les décombres du balcon duquel il vient de tomber, se demandant ce qui vient de le sauver. Il sent un battement sur son épaule, et soudain, de grandes ailes rouges poussent de son compagnon, Rizeldrak. Maintenant dans les airs, Ji-hoon hurle d'étonnement en réalisant la vraie nature de son animal de compagnie. Rizeldrak n'était pas juste une créature mignonne. C'était un dragon. En bas, les citoyens du royaume pointent vers le ciel, choqués et confus, témoins de la vue incroyable d'une personne volant au-dessus de leur ville. En sécurité dans les airs, Ji-hoon réfléchit au début chaotique de sa nouvelle vie en territoire ennemi. Grâce à cette expérience de mort imminente, il a maintenant une compréhension claire de la situation. Regardant le vaste royaume, il jauge l'écart de puissance massif entre lui et les forces auxquelles il fait face. Pour l'instant, c'est encore le début, avec seulement des chevaliers du niveau des Hari à craindre. Mais il sait que le nombre de puissants chevaliers de classe S ne fera qu'augmenter. S'il veut survivre et gagner, sa première priorité doit être de s'échapper et de renforcer sa puissance pour les batailles à venir. Avec l'aide de Rizeldrak, Kim Ji-hoon survole le royaume. Il approuve le rugissement de son compagnon, sachant que s'échapper du territoire ennemi est sa priorité absolue. Pendant ce temps, de retour au palais, un chevalier tremble de fureur et de honte. Il n'arrive pas à croire qu'il a laissé échapper celui qui a insulté sa majesté, et se demande s'il peut encore se faire appeler chevalier d'élite. C'est Hari, un chevalier de classe S rempli de dégoût de soi, il se traite d'imbécile incompétent et pathétique, une ordure qui n'a même pas pu rembourser la grâce du roi. Alors qu'Hari continue de lamenter son échec, souhaitant avoir été emporté par la mer, un page s'approche de lui prudemment. Le page attire son attention, informant le chevalier désemparé que sa majesté, le roi, le demande. Hari se précipite immédiatement vers la salle du trône et s'agenouille devant son roi, s'excusant profusément et demandant à être puni pour avoir laissé le criminel s'échapper. Le roi, assis sur son trône, dit calmement à Hari que ça suffit. Il dirige l'attention du chevalier vers le soleil couchant, demandant s'il en comprend la signification. Hari lève les yeux avec une compréhension sombre. À la tombée de la nuit, les monstres qu'ils combattent ne feront que devenir plus forts. Le roi met Hari aux commandes de la guerre, lui ordonnant d'aller au rempart et de protéger le royaume. Sans hésitation, Hari accepte la charge. Alors que le chevalier part, le roi le regarde avec un lourd silence, le destin de son royaume reposant sur les épaules d'Hari. Haut dans le ciel, Ji-hoon et Rizeldrak continuent leur vol avec en toile de fond le magnifique, mais dangereux, coucher de soleil. Alors qu'ils volent, l'esprit de Ji-hoon dérive vers le jeu dans lequel il est piégé, Night Defense. Il se rappelle que c'était un jeu oublié avec un prix énorme parce que sa difficulté était absurdement élevée. Il se souvient spécifiquement de la toute première vague de Gobelins sauvages, qui était infâme pour son mauvais équilibrage de difficulté, la rendant presque impossible à bloquer sans un chevalier de rang S avec de puissantes compétences de zone. Utilisant sa connaissance du jeu, Ji-hoon sait que le royaume a actuellement Hari, dont les compétences d'attribut feu sont parfaites pour le boulot. Par conséquent, espérer que les murs soient brisés dès la première vague est simplement irréaliste. Il s'estime chanceux. Si un chevalier de rang S de type assassin avait été présent à la place d'Hari, il serait probablement déjà mort. Alors qu'il pense cela, il sent soudainement leur altitude chuter. Rizeldrak gémit, luttant pour rester en l'air. Ji-hoon essaie d'encourager son petit compagnon, lui disant de tenir bon pour qu'il puisse s'échapper du royaume. Mais c'est inutile. Avec un dernier cri, Rizeldrak perd sa capacité à voler, et il commence à tomber vers la ville en contrebas. Ji-hoon hurle de panique, réalisant qu'ils sont sur le point de s'écraser quelque part dans la ville ennemie. Ils foncent directement vers une haute tour d'horloge en pierre, incapables de changer leur trajectoire. Avec un grand fracas, ils percutent le flanc de la tour et tombent dans une ruelle voisine. Ji-hoon se releve, frottant son dos douloureux. Mais il réalise rapidement que malgré s'être écrasé contre un mur de pierre, il va parfaitement bien. Il regarde ses mains avec étonnement, les époussetant. Il est clair que son corps n'est plus celui d'une personne normale. Juste au moment où il assimile sa nouvelle résistance, une voix émerge de l'ombre. Une personne qu'il ne reconnaît pas le confronte, demandant qui il est. Ji-hoon est totalement choqué, l'esprit vacillant. Il n'arrive pas à croire à sa malchance. De tous les endroits où s'écraser, pourquoi a-t-il fallu que ce soit juste devant un autre chevalier de rang S? Sortant de l'obscurité se trouve une formidable guerrière avec une longue queue de cheval blonde et une armure étincelante. Une fenêtre système l'identifie immédiatement.
Lib, une chevalier sacrée de rang S, son évasion vient de devenir infiniment plus compliquée. La chevalier sacrée Lib fixe Kim Ji-hoon avec des yeux froids et perçants, sa voix ferme alors qu'elle exige qu'il s'identifie. Ji-hoon reste calme, l'esprit tournant à toute vitesse. Il se souvient de tout sur ce monde, y compris le fait qu'il était le seul joueur à avoir réussi à finir l'impossible 100e vague. Sa connaissance encyclopédique du jeu s'active. Il sait que malgré son rang S, Lib était considéré inefficace pour la défense des murs et était souvent mise sur la touche, gagnant le surnom de la chevalier abandonnée Lib. Cependant, il se souvient aussi de son potentiel caché. Lorsqu'elle était associée à un objet spécifique, âme du dragon, elle devenait la clé ultime de la victoire contre la vague finale. Alors que Lib dégaine son épée et répète sa demande, Ji-hoon termine sa pensée. Il était le seul à avoir jamais compris sa véritable valeur cachée. Il la surprend en l'appelant par son nom. Avec son épée maintenant sous sa gorge, Lib demande comment il sait qui elle est. Ji-hoon sourit en coin, lui disant qu'il la connaît bien. Il se rappelle les innombrables échecs qu'il a endurés dans le jeu juste pour évaluer avec précision sa vraie valeur. Lib est confuse par son discours sur la valeur. Ji-hoon se souvient comment elle était autrefois la pierre angulaire de sa stratégie. Mais son expression s'assombrit. Les choses ont changé. Maintenant qu'il est dans la faction des monstres, elle n'est plus un atout précieux. Dans sa nouvelle réalité, la chevalier sacrée Lib est juste un obstacle de plus, et un qu'il doit éliminer en premier. La scène change pour les murs de la ville sous un ciel nocturne sombre et menaçant, signalant le début de l'assaut des monstres. Un gobelin féroce, les yeux brillants de malice rouge, laisse échapper un grognement guttural en se préparant à attaquer. Sur les remparts, les soldats humains crient l'alarme, des flèches volant déjà autour d'eux. La vague de gobelins est sur eux. Une horde massive de gobelins envahit la base du mur, leur nombre pur créant une scène de chaos absolu. Les archers sur le mur lâchent une volée de flèches, essayant désespérément d'éclaircir les rangs des monstres qui avancent. Mais les gobelins sont implacables, commençant à escalader les murs de pierre alors que les soldats jettent frénétiquement des pierres pour arrêter leur ascension. L'échelle terrifiante de l'invasion est révélée, avec d'innombrables monstres couvrant les fortifications à perte de vue. L'un des soldats crie de désespoir, croyant qu'ils ne tiendront pas longtemps à ce rythme. Il appelle désespérément leur commandant. L'espoir arrive alors qu'un autre soldat relaie la nouvelle. Le seigneur Harry est en route. Les hommes sont soulagés, sachant que si c'est Harry, il pourrait bien survivre. De retour dans la ruelle, les bruits de la bataille lointaine flottent dans l'air. Lib dit à Ji-hoon de répondre à sa question, lui rappelant qu'ils sont au milieu d'une guerre. Ses yeux se plissent de suspicion. Elle le prévient que s'il reste silencieux, elle sera forcée de se faire son propre jugement sur ses intentions. Ji-hoon sait qu'il est dans une mauvaise passe. Il veut la tuer pour éliminer une variable future, mais il admet qu'il serait impossible de le faire. Il concède que dans un combat direct, aucun chevalier de rang S ne pourrait la vaincre. Sa seule option pour l'instant est de battre en retraite. Changeant de tactique, Ji-hoon affiche une expression joyeuse et innocente. Il commence son mensonge, prétendant être un citoyen ordinaire du district 1 qui s'est perdu en essayant d'aider à l'effort de guerre. Comme sur commande, son compagnon supposément monstrueux, Rizeldrak, laisse échapper un rugissement fort et effrayant, jouant son rôle dans la tromperie élaborée de Ji-hoon. Surprise par le rugissement, Lib demande si la petite créature est un monstre. Ji-hoon feint la panique, se demandant à voix haute pourquoi un monstre est à l'intérieur du palais et faisant le lien avec l'explosion précédente. Intérieurement, il maudit le timing terrible de Rizeldrak. Alors que la suspicion de Lib grandit, Ji-hoon sait qu'il est à un moment critique. Si elle le voit comme un complice du monstre, il n'y aura pas de retour en arrière. Il envisage brièvement de s'envoler sur Rizeldrak. Cependant, il écarte rapidement l'idée. Sa connaissance du jeu lui rappelle que bien que Lib n'ait pas d'attaque à longue portée, sa vitesse est immense. Elle le découperait avant même qu'il ne décolle. À sa surprise, Lib rengaine soudainement son épée, déclarant qu'elle a mal compris la situation. Ji-hoon est décontenancé alors qu'elle passe devant lui, se plaçant entre lui et Rizeldrak. Avec une nouvelle conviction, Lib déclare que Ji-hoon est un citoyen innocent qui était terrorisé par le monstre qui a attaqué le palais. Avec son épée tirée vers Rizeldrak, elle jure de le protéger. Complètement inconscient de son rôle de méchant, Rizeldrak penche la tête et laisse échapper un rugissement interrogateur et innocent. L'apparence mignonne du monstre supposément terrifiant fait rougir la stoïque chevalier sacré, son expression féroce vacillant un instant. Rizeldrak, en rajoutant, affiche son visage le plus charmant et inoffensif, pétillant d'innocent. Lib tremble, complètement bouleversé par l'affichage mignon, alors que Rizeldrak laisse échapper un rugissement doux et mélodieux. Ji-hoon sourit en coin, réalisant qu'il a découvert la vraie personnalité, étonnamment douce, du chevalier de rang S. Soudain, une explosion massive érupte depuis la direction de la porte principale de la ville, secouant le sol même sur lequel ils se tiennent. Le souffle surprend Lib, mais pour Ji-hoon, c'est l'opportunité parfaite.
Il sait que c'est sa seule et unique chance de s'échapper. Pointant vers le chaos, Ji-hoon fait signe à Rizeldrak. Il dit à son compagnon de créer une autre explosion près du mur pour servir de diversion, lui permettant de se faufiler dans la forêt. Pour maintenir sa couverture, Ji-hoon hurle après Rizeldrak qui part, demandant s'il essaie de faire sauter les murs et lui disant de faire attention. Le petit dragon s'envole en criant une excuse rapide. Lib regarde le petit dragon s'éloigner, se demandant si l'explosion était un cas de tir allié. Le temps qu'elle se retourne, Ji-hoon a disparu sans laisser de traces. Juste à ce moment, un soldat arrive en courant, localisant enfin le chevalier de rang S qu'il cherchait. Son arrivée ramène l'attention de Lib sur la crise en cours. Elle tourne son regard vers la porte principale de la ville. La porte en bois massive et renforcée tremble et gémit sous la force d'un assaut puissant et répété venant de l'extérieur. Les soldats stationnés derrière la porte ne peuvent que regarder avec une terreur absolue, alors que les bruits de l'attaque deviennent de plus en plus forts. Avec un craquement écœurant, les épaisses poutres de bois de la porte commencent à se briser et à se fissurer sous l'immense pression. Lib arrive à la porte juste à temps, prenant le commandement. Elle ordonne aux soldats de lâcher leurs arcs et de se préparer pour le combat rapproché inévitable. Alors que les gobelins continuent leur assaut implacable d'en bas, les soldats sur les remparts font de leur mieux pour défendre la porte. Dehors, un boss gobelin massif, bien plus grand que les autres, lève une massue à pointe géante au-dessus de sa tête. Lib et ses troupes se préparent, comprenant que la porte est sur le point de tomber. Avec un fracas final tonitruant, la massue du boss gobelin fracasse le centre de la porte principale, la brisant complètement. Alors que la porte vole en éclats, Lib lève son épée brillante, ralliant les troupes et leur ordonnant de se préparer à l'attaque. Avec un rugissement triomphant, le boss gobelin, les yeux brillants de fureur rouge, fracasse le dernier obstacle. La horde de gobelins se déverse dans la ville, envoyant les soldats défenseurs dans une panique alors qu'ils hurlent de terreur. Soudain, un éclair traverse la horde d'or. Juste à ce moment, une silhouette apparaît. C'est Harry, le commandant. Il arrive une torche ardente à la main, agacé que la porte ait été brisée avant même qu'il n'ait pu arriver. Lib regarde, surprise de voir que leur commandant, Harry, est enfin arrivé sur les lieux. Son visage se tord en une grimace. Quoi? La porte principale est déjà brisée. Furieux de l'incompétence des soldats, Harry hurle « Bande d'incapables !» et déchaîne son coup signature, un pilier de feu imposant connu sous le nom de mur de flamme. Les gobelins qui venaient de franchir la porte sont instantanément engloutis dans le brasier, leur rugissement triomphant se transformant en cri d'agonie alors qu'ils sont réduits en cendres. Avec un air suffisant sur le visage, Harry lève sa lance et dit aux monstres immondes de danser dans les flammes jusqu'à ce que sa mauvaise humeur s'améliore. D'un sommet de falaise au loin, Ji-hoon et Rizeldrak regardent le pilier de feu. Avec l'intervention d'Harry, le cours de la bataille a tourné de manière décisive. Ji-hoon regarde avec une expression froide et déterminée. Il se rappelle que dans son ancienne vie, il était le seul joueur à avoir réussi à défendre contre 100 vagues. Mais cette fois, son rôle est l'exact opposé. Un message système confirme sa nouvelle allégeance. En tant que membre de la faction des monstres, son but ultime est maintenant la destruction complète et totale de la faction humaine. Il contemple ce nouvel objectif. Pour gagner, il doit détruire les humains en moins de 100 vagues. Rizeldrak le regarde, sentant le changement de but de son maître. Caressant doucement Rizeldrak, Ji-hoon pense au passé qu'il veut si désespérément changer. Il croit que s'il peut réussir ici et retourner à cette époque, changer son destin pourrait ne pas être impossible. Comme pour refléter l'humeur sombre, une seule goutte de pluie tombe du ciel, atterrissant doucement sur le nez de Rizeldrak. Tenant son petit compagnon, Ji-hoon parle avec une détermination calme, lui disant d'attendre juste encore un peu. De retour à la porte, la bataille est finie. Avec la menace immédiate incinérée, les soldats éclatent en acclamations, célébrant leur victoire. Alors que Lib se tient victorieuse au milieu des acclamations, Ji-hoon fait un vœu silencieux depuis l'ombre. La prochaine fois qu'il reviendra ici, ce sera son dernier combat. Avec sa nouvelle résolution solidifiée, Ji-hoon tourne le dos au royaume et avec Rizeldrak sur l'épaule, disparaît dans l'obscurité de la forêt. Bokwa, end of chapter credits panel. Avec son familier, Rizeldrak, à la main, Kim Ji-hoon regarde avec une détermination froide. Il jure que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne revienne ici. Il contemple la forteresse de la faction humaine, où les soldats célèbrent une victoire, complètement inconscients du sort qui leur réserve. Sa haine brûlante est dirigée vers une personne en particulier, la chevalier sacrée, Lib. Il jure que le jour de son retour sera le jour de sa chute. Comme observé par une silhouette sombre, Kim Ji-hoon fait ses premiers pas dans le territoire de la faction des monstres. Il regarde en arrière vers le château lointain du royaume humain, un endroit qu'il appelait autrefois sa maison, marquant à quel point il est déjà allé loin dans son nouveau voyage. Maintenant, au plus profond d'une forêt sombre, il confirme son arrivée. Il a réussi à entrer dans le territoire de la faction des monstres. Cependant, il réalise rapidement que ce chemin lui est inconnu.
Ce n'était pas une route qui existait dans le jeu qu'il connaissait si bien, Night Defense. Ji-hoon se remémore les innombrables heures passées sur le jeu, à le réinitialiser des centaines de fois juste pour survivre aux 100 vagues. Il connaissait les stratégies du royaume sur le bout des doigts. Mais ceci est un champ de bataille différent. Il ne défend plus le royaume. Ici, dans la faction des monstres, il repart de zéro. Alors qu'il se tient au bord d'une falaise, une réalisation soudaine le frappe. Il a oublié quelque chose d'important. Il se retourne et appelle son petit compagnon rouge, celui qui était avec lui depuis le début. Ryzeldrak. T'es là. Étrangement, la petite créature ne s'accroche pas à lui mais concentre son attention ailleurs, laissant Ji-hoon figé quelques secondes, complètement sans voix. Un gros plan révèle ses yeux écarquillés de choc face à la réaction inattendue de Ryzeldrak. Son attention est alors attirée vers le sol, où il repère un spectacle particulier. Une ligne de minuscules fourmis transportant diligemment des cailloux. Alors que l'ombre du petit dragon plane sur elle, les fourmis se figent sur place, lâchant leurs pierres dans un moment de terreur. Le visage d'une fourmi est montré en gros plan, son expression reflétant une horreur pure, ruisselante de sueur. Regardant la scène, Ryzeldrak penche la tête, trouvant la présence intimidante et l'observation silencieuse de son maître étrangement féline. Ji-hoon réfléchit à sa situation actuelle. Sans chemin clair devant lui, il se demande quel devrait être son prochain mouvement. Juste au moment où il est perdu dans ses pensées, une fenêtre de notification rouge se matérialise devant lui. En tant que joueur chevronné, il savait qu'une quête allait forcément apparaître. La quête principale est révélée, établir une faction de monstres. Il doit unir les monstres pour former un groupe puissant, avec une compétence aléatoire comme récompense. Il contemple les exigences de la quête. Est-ce que rassembler des monstres signifie qu'il doit sortir et les recruter personnellement? Son esprit va immédiatement vers les monstres typiques de début de jeu. Il imagine un simple gobelin, supposant qu'ils seraient les premiers à apparaître dans cette zone. Mais en scannant le paysage, il le trouve étrangement vide. Il n'y a pas de gobelin, pas même de lapin. Cela soulève un nouveau problème. Même s'il trouve un monstre, comment peut-il communiquer avec? Il se dit que pour les recruter, il faudrait d'abord qu'ils soient capables de parler leur langue. Juste au moment où cette pensée traverse son esprit, quelque chose passe devant lui à toute vitesse. Avant même qu'il ne puisse se retourner complètement pour voir ce que c'était, une force puissante le frappe de côté, le prenant totalement au dépourvu. Une attaque sortie de nulle part. Une voix crie « Crève, humain !» Alors que Ji-hoon perd l'équilibre sous la puissance du coup. Son visage se tord sous le choc. Il ne s'attendait pas à être attaqué si soudainement dans cet endroit désolé. Cela se passe si vite qu'un nuage de poussière aveuglant se soulève autour de lui, prouvant que la force derrière l'attaque était tout sauf ordinaire. Le flou du mouvement montre la vitesse incroyable de son assaillant alors que l'attaque se termine. Ji-hoon grimace et serre les dents avec un œil plissé, mais il reste complètement indemne. Il lève les yeux, confus, alors qu'une main se pose doucement sur son cou. Le coup fatal qu'il attendait n'est jamais venu. Il s'est arrêté juste avant. Son œil s'écarquille alors qu'il essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Il regarde et voit les longs cheveux blancs flottants de son agresseur, et commence à réaliser qui, ou ce que, c'est. Son assaillant est révélé. Une belle fille avec les oreilles distinctes d'une semi-humaine. Observant son apparence complète, de ses oreilles blanches à sa queue touffue, Ji-hoon commet une erreur critique en laissant échapper sa supposition. Un lapin. Ses oreilles tressaillent alors qu'une marque d'irritation apparaît. Elle est clairement offensée par son commentaire, marmonnant « Quelle partie de moi ressemble à ?» Elle hurle « Un mignon petit lapin pour toi. Si je ressemble à quelque chose, c'est à un renard. » Ji-hoon, toujours pragmatique, répond froidement « J'ai jamais dit que t'étais mignonne. » Elle pique une petite colère, insistant sur le fait qu'elle a entendu la traiter de mignonne, tandis que Ji-hoon l'observe calmement, révisant son jugement. Un renard blanc. La fille renard lui tourne le dos, fumant encore de rage, tandis que Ji-hoon considère pensivement cette nouvelle information. Puis, ça fait tilt. Il a un moment de réalisation et s'écrie « Ah !» Un renard polaire. Soudain, elle se retourne, attirée par quelque chose chez lui. Elle s'agrippe brusquement à lui, reniflant l'air autour de lui. Il est confus, se demandant ce qui bordel est en train de se passer. Après un moment, elle pose sa main sur son menton, pensive. « C'est bizarre, dit-elle. Tu ressembles à un humain. Mais pourquoi tu sens comme un monstre ?» Ji-hoon est décontenancé par sa question étrange. Lui, un monstre. À ce moment précis, une fenêtre système apparaît devant lui, annonçant que 2 compétences passives viennent d'être activées de façon permanente. La première compétence est « Communication avec les monstres », lui accordant enfin la capacité de comprendre et de parler avec les monstres. La seconde est « Monstre sympathique », une compétence passive qui attire instinctivement l'attention positive des monstres. Ji-hoon comprend enfin. Les compétences expliquent à la fois pourquoi il pouvait comprendre ses mots et son comportement bizarre. Alors qu'il murmure sa réalisation à voix haute,
La fille renard pense juste qu'il se parle encore à lui-même. Agacée par ses marmonnements, la fille renard le pointe d'un doigt accusateur. Elle presse fermement son doigt sur ses lèvres, exigeant « T'es qui bordel ?» Déstabilisé, Ji-hoon bafouille, essayant de trouver comment expliquer sa situation. Ji-hoon est perplexe. Sa nouvelle compétence, monstre sympathique, est censée attirer une attention positive. Pourtant la fille renard reste hostile. Quelque chose ne colle pas. Avant qu'il ne puisse finir sa pensée, un projectile en bois vole soudainement devant son visage, visant la fille derrière lui. Le carreau atteint sa cible, faisant couler le sang. Ce n'était pas pour lui. De l'ombre émerge un trio d'hommes à l'air louche. Un petit bandit chauve avec une petite arbalète jubile, dans le mille. Je t'ai eu enfin. Ji-hoon regarde les bandits approcher, confirmant son soupçon qu'il y a bien des humains vivant hors des murs du royaume, appartenant probablement à une faction de bandits. La fille renard serre les dents de douleur et de colère. Voir les autres humains confirme ses pires craintes à propos de Ji-hoon. Je le savais. T'es un humain. Grogne-t-elle. Elle s'effondre au sol, une flèche logée dans sa jambe à cause d'un piège caché. Trahie, elle foudroie Ji-hoon du regard et l'accuse. Alors c'est toi, t'as installé ce piège. Enragée et piégée, elle exige des réponses. Pourquoi vous nous chassez? Qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Ji-hoon essaie de se disculper, déclarant calmement « Non, attends. Je crois qu'il y a un malentendu. » Mais le petit bandit le coupe, tenant la corde du piège et narguant la fille renard pour qu'elle arrête ses baragouinages. La corde est tirée, déclenchant le reste du mécanisme. La fille renard pousse un cri alors qu'elle est violemment tirée en l'air, capturée par le piège à corde. Ji-hoon regarde, choqué par la tournure soudaine des événements. La voyant suspendue et impuissante, le grand bandit musclé charge en avant, balançant une massue massive. La fille renard est envoyée voler par la force de l'attraction, fonçant droit vers ce connard. Ji-hoon observe, stupéfait par cette capture brutale et efficace. Cependant, au lieu de devenir une victime, elle pivote en plein air, fracassant son corps directement dans l'épaule de la brute. Le grand bandit, qui avait un sourire suffisant sur le visage il y a une seconde, est pris complètement au dépourvu. Ses yeux brûlent de fureur alors qu'il réalise qu'il s'est fait doubler. Bien que prise dans un piège et face à une brute, les yeux de la fille renard sont remplis d'une détermination farouche. Cependant, au lieu de devenir une victime, elle pivote en plein air, fracassant son corps directement dans l'épaule de la brute. Avec un grand fracas, la tête de la brute percute le sol. La poussière vole, prouvant que ce n'était pas un petit coup. Le petit bandit regarde avec incrédulité, tandis que le chef des bandits observe simplement, analysant froidement ses prouesses de combat inattendues. Ji-hoon est émerveillée. Elle est peut-être petite, mais elle vient d'abattre un homme 2 fois plus gros qu'elle en un seul mouvement fluide. Le petit bandit se remet de son choc et hurle furieusement sur la fille renard tombée au sol. « Sale cabot! Comment t'oses frapper un humain ?» Le petit bandit lui écrase la tête du pied, lui disant de la fermer et de se laisser capturer. Ji-hoon reste en retrait et regarde la scène se dérouler, mais quelque chose cloche. Il est un observateur, un joueur, mais la brutalité semble trop réelle. Il voit la fille renard lutter, chassée par ses semblables humains. Il essaie de rationaliser la situation, se disant « c'est juste un monstre », mais sa logique lui fait défaut. Il serre le poing alors qu'un sentiment inconnu d'empathie l'envahit. Alors pourquoi ? Se demande-t-il, incapable d'expliquer son propre conflit interne. Soudain, le chef des bandits à la queue de cheval s'approche de Ji-hoon, affichant une attitude amicale. « Ça va, mec ?» demande-t-il, feignant l'inquiétude. Le chef continue sa comédie, avertissant Ji-hoon que la zone est dangereuse et pleine de semi-humains. Il interroge ensuite Ji-hoon, lui demandant ce qu'il fait ici tout seul. Ji-hoon hésite, ne sachant pas trop comment répondre. Pendant ce temps, la fille renard crie avec défi contre le petit bandit, mais pour lui, ces mots ne sont que du charabia incompréhensible. Frustré de ne pas pouvoir la comprendre, le petit bandit lève à nouveau sa massue en hurlant. Qu'est-ce qu'elle raconte? Sale petite bête. Une lueur apparaît dans les yeux de Ji-hoon. Sa lutte intérieure est terminée. Il a fait son choix. Juste au moment où le bandit est sur le point de frapper, le chef lui dit calmement. Ça suffit. Elle va crever si tu continues. Le petit bandit recule immédiatement, bafouillant une excuse pour avoir perdu le contrôle. C'est Claire qui commande ici. Le chef se retourne vers Ji-hoon, s'excusant doucereusement pour l'intensité de ses hommes. Ji-hoon laisse échapper un soupir discret, pensant que la situation est désamorcée. Mais il se trompe. L'expression amicale du chef disparaît, remplacée par un sourire sinistre et entendu. Il se penche tout près et dit « Tout à l'heure, tu parlais à ce monstre, pas vrai ?» Avant que Ji-hoon ne puisse réagir, le chef des bandits lui plante un couteau profondément dans l'estomac. Alors que Ji-hoon s'effondre, le chef le domine, expliquant qu'avoir quelqu'un pour traduire pour eux aurait rendu les choses beaucoup plus faciles. La dague imbibée de sang tombe au sol avec un bruit métallique. Serrant sa blessure, Ji-hoon halète de douleur,
exigeant de savoir ce que le chef veut dire. La fille renard regarde dans un silence stupéfait, sa propre situation oubliée alors qu'elle est témoin de cette trahison soudaine. Une chaleur brûlante se répand dans le corps de Ji-hoon. Il ne fait pas que saigner, il a été empoisonné. Mon corps est en feu. Le chef remarque nonchalamment qu'il a évité les points vitaux, mais que le poison est une autre histoire. Ji-hoon gémit, la douleur intense le submergeant. Crachant du sang, Ji-hoon écoute le pronostic macabre du chef des bandits. Le poison le tuera dans 12 heures. Le chef lui présente alors un ultimatum. Il tient une fiole contenant l'antidote et dit « Si tu veux vivre, traduis pour nous ». Pour être bien clair, il attrape la fille renard capturée par les cheveux. Avec son équipe tenant la fille renard en otage, le chef révèle son véritable objectif. Il veut que Ji-hoon serve de traducteur pour découvrir où vivent les autres de son espèce. Le chef des bandits précise sa cible, un endroit où il croit que la fille renard peut les mener, le repère des renards. Alors que les bandits la traînent au loin, Ji-hoon serre sa blessure, les mots du chef résonnant dans son esprit. Il a maintenant une destination, le repère des renards. Quelque part à proximité, après avoir joué avec les fourmis, le petit dragon est attiré par une volée d'oiseaux fuyant frénétiquement la forêt. Empoisonné, seul et portant une nouvelle mission, le premier vrai test de Ji-hoon vient de commencer. Un groupe de bandits a capturé une femme bête renard. Leur chef, la tenant captive, lance un ultimatum à Ji-hoon, qui est hors champ. Il exige une traduction pour trouver l'emplacement de la maison de la femme bête. La fille bête captive regarde avec une expression douloureuse, révélant le nom de sa maison dans sa langue natale. Le repère des renards. Un Ji-hoon blessé et ensanglanté lève les yeux, l'expression sombre. Il répète les mots, questionnant, le repère des renards. Ji-hoon continue de feindre l'ignorance, regardant vers la forêt en répétant, repère des renards, tu dis. Le chef des bandits clarifie que c'est un village où vivent les hommes bêtes. Il offre d'épargner la vie de Ji-hoon s'il les aide à le trouver. L'expression de Ji-hoon se durcit alors qu'il comprend la gravité de la situation. Il sait ce qu'il demande et pourquoi il cherche le village. Regardant les visages désespérés de la fille bête et de ses ravisseurs, Ji-hoon réalise qu'amener ses bandits au village mettrait en danger tous ceux qui y vivent. Dans un moment de pur désespoir, la fille bête ouvre la bouche, avec l'intention de se couper la langue pour protéger le secret de son village. Les yeux de Ji-hoon s'écarquillent d'horreur alors qu'il est témoin de son acte d'abnégation. Avant qu'elle ne puisse aller jusqu'au bout, le grand bandit musclé lui attrape brutalement la mâchoire, l'empêchant de se couper complètement la langue. Du sang gicle de sa bouche. Stupéfait, Ji-hoon assimile ce qui vient de se passer. Elle était prête à se tuer pour protéger le village. Le bandit musclé la foudroie du regard, enragé par sa défiance. Malgré l'interruption brutale, la fille bête grogne, du sang coulotant de sa bouche. Le bandit ricane, les traitant de bêtes sauvages. Le chef des bandits se plaint avec frustration. Chaque homme bête qu'ils réussissent à capturer meurt en une journée, rendant impossible la découverte du repère des renards. Agacé par sa résistance, le chef des bandits frappe brutalement la fille bête. Le bandit musclé enchaîne en l'étranglant, son corps devenant mou dans sa prise. Le chef regarde la fille maintenant inconsciente, remarquant froidement que les hommes bêtes ne semblent pas accorder de valeur à leur propre vie. Ayant maîtrisé la fille, le chef des bandits ordonne à ses hommes de rester en arrière, avertissant que d'autres de son espèce pourraient être à proximité. Il a l'intention de s'occuper de Ji-hoon personnellement. Ji-hoon reste calme, analysant ses ennemis. Il sait que même s'ils ne comprennent pas le langage, ils sont assez malins pour sentir le danger. Le chef des bandits s'approche à nouveau de Ji-hoon, lui ordonnant de traduire et de les guider vers le repère des renards, promettant qu'ils partiront après avoir pris ce dont ils ont besoin. Essayant de gagner du temps et de comprendre leurs vrais motifs, Ji-hoon demande « Quelle chose ?» Le chef explique que leur boss a perdu quelque chose. Si Ji-hoon les aide à le trouver, lui et la fille bête seront autorisés à vivre. Le discours du bandit sur les promesses déclenche un souvenir douloureux pour Ji-hoon. Il se rappelle le regard trompeur d'une femme et sa promesse vide de le rembourser, un souvenir maintenant souillé par le mot « mensonge ». Le monologue intérieur de Ji-hoon révèle un passé cynique. Il avait l'habitude de se dire que les mensonges n'avaient pas d'importance, tant qu'il obtenait ce qu'il voulait à la fin. Le flashback révèle la profondeur de son exploitation. La même femme qui faisait des promesses vide le protège maintenant d'une brute, non pas par souci, mais parce qu'il était sa source d'argent, le rendant temporairement utile. De retour au présent, le visage de Ji-hoon est sombre. Son passé lui a enseigné une leçon amère. La survie dépend de l'utilité. Avec une pulsion de détermination, il décide qu'il ne peut pas mourir ici. Il doit trouver un moyen d'être utile une fois de plus. Dans un revirement surprenant, Ji-hoon parle à la fille bête dans sa propre langue, lui disant de conduire les bandits au village. Il la rassure en lui disant que si elle obéit, personne ne sera blessé. La fille baisse la tête en silence, semblant vaincue. Les bandits sont choqués que Ji-hoon puisse vraiment parler la langue des monstres, tout comme leur chef l'avait prédit. La fille bête sent quelque chose de différent chez Ji-hoon comparé aux autres humains.
Elle révèle que plus d'une centaine d'hommes bêtes vivent dans son village, soulignant le risque immense. Elle lève les yeux, son regard perçant, et lui demande directement si elle peut vraiment se fier à ses paroles. Ji-hoon marque une pause, son expression illisible alors qu'il croise son regard interrogateur. Avec conviction, Ji-hoon fait une déclaration stupéfiante, tournant le dos à sa propre espèce. « Je ne suis pas du côté de l'humanité. » Se tenant entre elle et les bandits, il assure qu'elle peut le croire, déclarant simplement que « ces gens, ce sont des pourritures ». Alors que Ji-hoon termine sa phrase, une énergie étrange commence à se rassembler autour d'eux. Soudain, son compagnon, Rizeldrak, apparaît flottant de manière menaçante derrière le chef des bandits, ses yeux brillant d'une lumière rouge. Le chef des bandits, inconscient de la menace derrière lui, demande avec colère à Ji-hoon pourquoi il a arrêté de traduire, juste au moment où Rizeldrak commence à charger une attaque. Ji-hoon bafouille, essayant de créer une distraction et de gagner quelques précieuses secondes. Un gros plan montre la gueule de Rizeldrak grande ouverte, concentrant une puissante décharge d'énergie rouge. Le chef des bandits sent enfin que quelque chose cloche, remarquant le changement soudain dans l'attitude de Ji-hoon. L'un des autres bandits repère la créature brillante et crie de panique. « Un monstre !» Quand est-ce que ça? Un bourdonnement sourd remplit l'air alors que l'attaque de Rizeldrak atteint sa charge maximale. Voyant le danger imminent, les autres bandits hurlent un avertissement à leur chef pour qu'il esquive l'attaque. Mais c'est trop tard. Avec un regard sombre, Ji-hoon déchaîne la capacité ultime de son compagnon, souffle du dragon. Alors que l'attaque est déclenchée, le chef des bandits terrifiés ne peut que supplier pour sa vie. Rizeldrak tire un minuscule rayon d'énergie qui érafle le chef, laissant tout le monde complètement stupéfait. Un silence de mort remplit l'air après cet affichage comique. Ji-hoon et les bandits restants fixent le vide, complètement abasourdis par l'attaque du minuscule monstre. Même Rizeldrak a les yeux écarquillés devant sa propre attaque inoffensive. Il semble avoir été sévèrement affaibli après cette puissante décharge précédente. Ji-hoon réalise avec effroi que le temps de recharge de la compétence n'était pas terminé. La caméra balaie la minuscule parcelle de terre brûlée, qui dégage toujours une fumée noire sans fin. Les bandits restants tremblent de peur, réalisant que l'attaque dévastatrice qui a fait fondre l'herbe n'était même pas à pleine puissance. Le musclé frissonne, pensant que ça l'aurait tué sur le coup. Le chef des bandits, ayant échappé de peu à la mort, agrippe son arme. Il marmonne pour lui-même qu'il ne s'est même pas encore marié, révélant sa terreur absolue. Enragé et humilié, le chef des bandits se jette sur le Rizeldrak maintenant affaibli en hurlant « Saleté de moucheron !» Les yeux de Ji-hoon s'écarquillent de panique en voyant son petit compagnon en danger de mort. Le chef des bandits écrase brutalement Rizeldrak d'une tape en plein vol, l'envoyant s'écraser au sol. Rizeldrak gît blessé et vaincu sur le sol, laissant échapper un cri faible et douloureux. Debout au-dessus du minuscule monstre, le chef des bandits bouillonne de colère. Comment cette chose ose essayer de faire un trou dans ma précieuse tête? L'un de ses subordonnés, voyant une chance de profit, suggère de capturer le monstre unique, car il pourrait valoir un bon prix. Encore furieux de l'attaque, il claque immédiatement « J'en ai pas besoin ». L'expression de Ji-hoon s'assombrit instantanément. Retrouvant son calme, le chef des bandits ordonne à ses hommes de surveiller Ji-hoon et la fille, déclarant qu'il s'occupera du monstre lui-même. Il foudroie du regard le Rizeldrak gémissant, maudissant le « sale monstre » pour avoir osé le défier. La scène déclenche une vague de souvenirs traumatisants pour Ji-hoon. Il se remet en question, se demandant si sa seule valeur et sa capacité à parler au monstre, son seul moyen de survie. Le passé et le présent entrent en collision dans son esprit. Il a l'impression d'être de retour dans son ancienne vie, à devoir constamment prouver sa valeur aux autres. Il se souvient de lui plus jeune, essayant toujours de survivre à sa propre manière pathétique, cherchant constamment l'approbation. Les mots douloureux de son passé résonnent à ses oreilles. « Tu ne sers plus à rien maintenant ». C'est la peur ultime avec laquelle il a vécu. Il se souvient du sentiment d'être jeté, connaissant la douleur qui vient du fait d'être jugé sans valeur. Mais cette fois, c'est différent. Se tenant résolu au milieu de ses ennemis, Ji-hoon fait un vœu. Il ne veut pas regretter de perdre quoi que ce soit d'autre. Alors que le chef des bandits lève sa massue pour porter le coup fatal au sale monstre, la fille bête regarde dans un silence stupéfait alors que Ji-hoon bouge à une vitesse floue. Le visage de Ji-hoon est un masque de fureur froide. Il confronte les bandits, sa voix glaciale. Celui qui sert à rien. Une fenêtre système apparaît devant lui, annonçant qu'une nouvelle compétence passive, monstre physique, a été activée de façon permanente, lui accordant une force qui transcende les limites humaines. Avec une nouvelle vitesse, Ji-hoon intercepte l'attaque, son poing arrêtant la massue du chef des bandits à quelques centimètres de Rizeldrak. « C'est toi !» Avec une poussée de puissance, Ji-hoon déchaîne un coup de poing dévastateur, envoyant valser le chef des bandits. La force du coup envoie une onde de choc à travers le champ de bataille, délogeant une potion mystérieuse de la prise du chef des bandits. La fille bête fixe la scène, les yeux écarquillés d'incrédulité,
incapables de comprendre la force incroyable que Ji-hoon vient de déployer. Les 2 bandits restants ne peuvent que halter de terreur en voyant leur chef se faire dominer. Leur boss gît recroquevillé sur le sol, le visage grotesquement enflé par l'impact du coup, criant à l'agonie. Ji-hoon se tient au-dessus de son ennemi tombé, une silhouette silencieuse et intimidante renforcée par sa nouvelle résolution. Ignorant la mystérieuse potion brisée au sol, les bandits courent aux côtés de leur chef, hurlant son nom. La fille bête regarde dans une confusion totale. Elle avait vu que les yeux de Ji-hoon étaient ternes et qu'il mourait du poison. Elle ne comprend pas comment il bouge soudainement avec une telle force impossible. Elle laisse échapper un court halètement, son esprit vacillant devant le spectacle impossible devant elle. Ignorant le chaos, Ji-hoon tombe à genoux et se précipite aux côtés de son compagnon blessé. Il ramasse doucement le Rizeldrak blessé, la voix remplie d'émotion. « Rizeldrak. Tu es venu me sauver. Comme ça. » Bien que blessé, Rizeldrak parvient à émettre un faible grognement affectueux, se frottant contre la poitrine de Ji-hoon. En regardant son fidèle compagnon, Ji-hoon se souvient d'une figure oubliée de son passé. Te regarder, me rappelle ce gamin. Des flashs d'un souvenir font surface. Une main réconfortante, un chat joueur. Il se souvient de quelqu'un qui était toujours à ses côtés, lui donnant de la force et le faisant sourire. Les souvenirs continuent, peignant l'image d'une vie solitaire illuminée par une présence unique et constante. Un jeune lui-même souriant, un gamer solitaire, et un chat toujours à proximité. Son seul. Ami. À cette réalisation profonde, il regarde Rizeldrak avec une nouvelle clarté et dévotion. Il fait une promesse solennelle. « Je te protégerai ». Tenant son petit ami tout contre lui, un sourire sincère touche les lèvres de Ji-hoon alors qu'il complète son vœu, quoi qu'il arrive. À cet instant, il a trouvé son nouveau but. Regardant la petite créature rouge, l'expression de Kim Ji-hoon s'adoucit. Il dit que quand il voit la créature, ça lui rappelle un enfant de son passé. La petite créature rouge, Rizeldrak, lève les yeux vers Kim Ji-hoon, laissant échapper un grognement interrogateur, semblant confuse par son changement soudain d'attitude. Avec du sang sur la lèvre, mais une nouvelle résolution dans les yeux, Kim Ji-hoon tient Rizeldrak et fait une promesse ferme. Quant à toi, Je te protégerai. la scène change, marquant le début du chapitre 6, intitulé « Le village des hommes bêtes ». En bas, une voix remplie de colère jure « Espèce d'enfoiré ». Les bandits restants, bien que terrifiés, essaient de jouer les durs. L'un d'eux crie des menaces à Kim Ji-hoon, le prévenant de la colère de leur boss. Kim Ji-hoon les foudroie du regard, ses yeux remplis de fureur froide. Le sang sur sa lèvre sert de rappel brutal du combat qui vient d'avoir lieu. Face à la présence intimidante de Kim Ji-hoon, les bandits sont frappés de peur, leur bravade s'évaporant rapidement. Les bandits se retournent et fuient dans la forêt, criant des menaces vides par-dessus leurs épaules. Kim Ji-hoon et Rizeldrak les regardent simplement partir. Sentant la victoire, Rizeldrak se dresse fièrement et laisse échapper un puissant rugissement triomphant, son petit corps gonflé de fierté. L'adrénaline retombe, et le contre-coup de la bataille frappe Kim Ji-hoon. Il baisse les yeux, épuisé, tandis que Rizeldrak le regarde avec inquiétude. De loin, on peut voir à quel point le petit dragon est inquiet pour son maître. La femme, Rhya, regarde avec une expression concernée et surprise alors qu'elle est témoin de l'effondrement soudain de Kim Ji-hoon. Alors que Kim Ji-hoon gît inconscient, Rizeldrak court frénétiquement autour de lui. Le petit dragon grimpe sur son maître, le secouant pour le réveiller, mais il reste immobile, complètement épuisé par ses blessures et le combat féroce. Dans sa conscience déclinante, les pensées de Kim Ji-hoon dérivent vers un endroit sombre. « Est-ce que c'est comme ça que je vais mourir ?» se demande-t-il, contemplant les conséquences de sa faim. Rizeldrak regarde son maître, le visage marqué par l'inquiétude, tandis que le monologue intérieur de Ji-hoon demande ce qu'il se passera s'il meurt là. La scène transitionne vers un flashback du passé de Kim Ji-hoon. Une version beaucoup plus jeune de lui est assise solennellement près du lit d'hôpital de sa mère. Le jeune Ji-hoon serre les poings de désespoir, se souvenant comment un certain salaud les a laissés tomber, lui et sa mère. Son visage se tord de colère et de trahison alors qu'il se rappelle le souvenir douloureux, hurlant intérieurement que la personne qui l'attendait ne s'est jamais montrée à la fin. Alors que le souvenir douloureux de son passé s'estompe, l'œil de Kim Ji-hoon papillonne, signalant son retour à la conscience. Kim Ji-hoon se réveille lentement dans une grotte sombre et inconnue, demandant groggy où il se trouve. Rhya soutient le Kim Ji-hoon affaibli, le pressant de ne pas bouger tout de suite. Encore étourdi, il commence à lui demander pourquoi elle l'a sauvé. Avec l'aide de Rhya, Kim Ji-hoon trébuche à travers la grotte éclairée par des torchers alors qu'il essaie de finir sa phrase, demandant pourquoi elle aiderait un humain comme lui. Ils émergent de la grotte dans un village animé niché dans les montagnes. Un guetteur les repère et crie que Rhya est revenue avec un humain. L'agitation attire une foule d'hommes bêtes lapins. Leurs longues oreilles tressaillent de curiosité alors qu'ils murmurent entre eux, pointant du doigt l'humain inhabituel que Rhya a ramené avec elle. Bien qu'il soit un humain, les villageois sentent que quelque chose est différent chez lui.
Un étrange sentiment de sympathie l'emporte sur leur prudence, et ils décident de déplacer l'homme épuisé dans une hutte voisine pour qu'il récupère. À l'intérieur d'une hutte, Kim Ji-hoon fait semblant de dormir tandis qu'un groupe de gens lapins curieux jette un coup d'œil par la fenêtre, chuchotant que le poison devrait être parti maintenant et se demandant quand il se réveillera. Dans son esprit, un Kim Ji-hoon paniqué admet qu'il est déjà réveillé, mais qu'il est trop gêné pour se lever avec tout le monde qui l'observe si intensément. Rhea tape sèchement dans ses mains pour disperser la foule de curieux, leur demandant de laisser un peu d'espace à leur invité. Elle gronde doucement les villageois pour le vacarme, mais l'un d'eux demande avec enthousiasme si c'est vrai qu'un humain l'a sauvé. Rhea leur dit de garder leurs questions pour plus tard. Entendant la voix familière, les yeux de Kim Ji-hoon s'ouvrent légèrement alors qu'il reconnaît celle de Rhea. Rhea s'approche et voit qu'il est réveillé, lui reprochant de faire semblant de dormir. Alors qu'ils sortent, Rhea s'excuse pour le comportement des villageois, expliquant qu'ils n'ont juste pas l'habitude de voir des humains. Rhea explique ensuite que c'est la première fois qu'il rencontre un humain qui ne sent pas comme un humain. Ji-hoon rit maladroitement, songeant que son identité semble un peu floue maintenant. Ji-hoon est soudainement frappé par une réalisation. Il regarde ses mains et note que les effets du poison du combat précédent ont complètement disparu. Rhea explique qu'ils ont eu de la chance que le village est un antidote pour le poison. Cela pique la curiosité de Ji-hoon à propos du village. L'expression de Ji-hoon devient sérieuse alors qu'il réfléchit aux actions de Rhea, essayant de comprendre ses motivations. Il se souvient à quel point elle était terrifiée par les bandits, et sa peur qu'amener un étranger chez elle mette en danger tout le monde au village. Il se rappelle ses cris désespérés et réalise à quel point elle a dû se méfier de lui, une autre menace potentielle, pendant ce moment chaotique. De retour au présent, Ji-hoon demande à Rhea pourquoi elle a décidé de le sauver. Elle se tourne vers lui et déclare que c'est parce qu'il est un humain, mais un qui ne sent pas comme un humain. Ji-hoon insiste, demandant si c'est la seule raison pour laquelle elle l'a aidé. Rhea se détourne, hésitant un instant avant de révéler l'autre raison de sa gentillesse. Elle repense au moment où elle l'a vu agenouillé au sol, en deuil et vulnérable après le combat. Rhea admet qu'elle l'a aussi sauvé parce qu'elle a vu ce moment de vulnérabilité. Ji-hoon marmonne doucement pour lui-même, devinant que ce doit être l'effet de sa compétence, monstre sympathique. L'entendant marmonner, Rhea s'agace et le rembarre pour être si bavard, se plaignant comiquement qu'il est chiant même après qu'elle l'ait sauvé. À proximité, le petit dragon Rizeldrak laisse échapper un bâillement, ayant l'air de venir juste de se réveiller. Ignorant l'éclat de Rhea, Kim Ji-hoon offre un simple et sincère merci. Cela attire l'attention de Rizeldrak, qui regarde avec un RRM curieux. Pour montrer la profondeur de sa gratitude, Ji-hoon fait une révérence formelle complète à Rhea. Rhea et un Rizeldrak surpris regardent alors qu'elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'aller jusque-là. Rhea, toujours gênée par le geste formel, s'éclaircit la gorge et ajoute rapidement que puisqu'il l'a sauvé aussi, il devrait dire qu'ils sont quittes. Juste au moment où la tension maladroite entre eux commence à s'estomper, un cri joyeux coupe l'air, et le visage de Ji-hoon s'illumine alors qu'il se tourne vers le son familier et heureux. Avec un cri ravi de Rizeldrak, Ji-hoon accueille le petit dragon alors qu'il bondit avec excitation vers lui, fou de joie d'être réuni avec son maître. Ji-hoon rit alors que Rizeldrak frotte affectueusement son visage contre le sien, le chatouillant. Rhea regarde, demandant le nom de la créature. Ayant retrouvé son calme, Rhea s'éclaircit la gorge et suggère que puisque le destin les a réunis, il devrait au moins se présenter formellement. Juste au moment où Rhea est sur le point de donner son nom, un messager homme lapin arrive en courant, criant que le chef du village la cherche et a demandé qu'elle amène l'invité avec elle. La scène balaie un ciel clair et lumineux au-dessus des hautes falaises rocheuses qui entourent et protègent le village. Alors que Rhea ouvre la marche, Ji-hoon regarde autour de lui avec admiration, s'exclamant que c'est le village légendaire des hommes-bêtes. Un carton-titre nomme officiellement le village Warren. Alors que Rizeldrak vole à travers le canyon, Rhea explique que le village a été construit à l'origine par des hommes-bêtes lapins. Regardant la belle colonie au bord de l'eau, Rhea précise qu'elle est devenue un sanctuaire où les hommes-bêtes qui ont perdu leur propre foyer peuvent se rassembler et vivre ensemble. En marchant dans un jardin, l'une des villageoises hommes-lapins demande des nouvelles de la jambe blessée de Rhea. Rhea l'assure que ça va, mais la villageoise note qu'elle a l'air un peu déprimée. Ils sont approchés par Thor, un grand homme-bête minotaure musclé portant une pile de bûches. Il gronde doucement Rhea pour s'être aventuré à nouveau dans la forêt dangereuse patrouillée par les humains. Ji-hoon est impressionné par son physique. Thor regarde avec une expression inquiète Rhea et l'étranger humain s'éloigner, se dirigeant plus profondément dans le village. Ji-hoon sourit, faisant remarquer à Rhea qu'il est clair que tout le monde au village tient beaucoup à elle. Remarquant son humeur silencieuse, Ji-hoon demande doucement à Rhea ce qui ne va pas, soulignant qu'elle a l'air déprimée depuis un moment. Elle semble surprise par sa question. Soudain, Rhea pivote et crie « Eh !», son éclat prenant le pauvre Ji-hoon complètement au dépourvu. Dans une démonstration comique de frustration, elle lui demande bruyamment si son nom est « Eh !», puisqu'elle n'a pas d'autre nom pour l'appeler. Les mains sur les hanches, elle le foudroie du regard, agacée et attendant qu'il se présente enfin correctement.
Réalisant son erreur, un Ji-hoon décontenancé répond rapidement « Ah, je m'appelle Ji-un ». Il précise, se grattant la tête d'un air penaud, « Kim Ji-hoon ». Il se demande ensuite à voix haute si c'est un nom inhabituel par ici. En réponse, Ria gonfle fièrement le torse et déclare son propre nom, bien plus élaboré, Ria Rindrien Perditi Céciliade. Ji-hoon reste momentanément sans voix. Elle confirme que c'est son nom alors qu'il continue de marcher. Un autre villageois surgit pour demander si sa jambe va bien. Ria rassure joyeusement le villageois en disant que sa jambe a été soignée et va mieux maintenant. Elle s'accroupit ensuite près de l'entrée d'un tunnel, tandis que Ji-hoon s'interroge silencieusement sur son nom inhabituellement long. Ji-hoon observe astucieusement que Ria a retrouvé le moral tout d'un coup, devinant qu'elle était juste excitée de dire enfin son nom complet. Ji-hoon lève les yeux vers le ciel, son expression devenant sérieuse et pensive alors qu'il assimile les événements de la journée. Debout sur le rivage, il fixe l'océan alors qu'une notification de quête apparaît, quête principale, unir les monstres et construire une faction. Il se demande si ce village est la faction qu'il est censé bâtir. Ria fait signe de loin, l'appelant et le pressant de se dépêcher, car ils doivent encore aller voir le chef du village. Ji-hoon revient à la réalité. Alors que Ria fredonne joyeusement et sautille devant, Ji-hoon suit avec une expression impassible, se demandant comiquement pourquoi elle a demandé son nom si c'était pour continuer à l'appeler, et de toute façon. Ji-hoon suit Ria à contre-cœur, marmonnant son « dépêche-toi », insistant. Son esprit est préoccupé par le poids de sa quête, et il se demande silencieusement s'il est vraiment capable d'unir les monstres. Ils arrivent pour rencontrer le leader du village. Le chef, un vieil homme lapin au visage bienveillant et aux longues oreilles tombantes, sourit chaleureusement à Ji-hoon. Sans préambule, le chef fait une déclaration choquante, confiant le village entier entre les mains de Ji-hoon à partir de ce moment. La responsabilité soudaine et immense laisse Kim Ji-hoon et Ria totalement sans voix et les yeux écarquillés de choc. Ria est la première à retrouver sa voix, bégayant en signe de protestation alors qu'elle interpelle le chef. Le chef déclare simplement qu'il est devenu trop vieux, mais Ria argumente frénétiquement que Ji-hoon est un étranger qui ne sait rien de leur village. Elle continue de protester, questionnant la logique de confier leur foyer à un nouveau venu sur la base d'un rêve. Le chef, cependant, est résolu, déclarant que sa décision est déjà prise. Alors que le chef s'éloigne, d'autres villageois le supplient de reconsidérer, mais leurs cris sont ignorés. Ji-hoon reste dans un silence stupéfait. La narration fait un flashback sur la conversation qui a eu lieu juste quelques instants avant. Dans le flashback, le chef explique qu'il fait souvent des rêves prophétiques et que ses rêves sont toujours, sans faillir, devenus réalité. Avec une conviction inébranlable, le chef déclare que son rêve lui a montré que Ji-hoon, et lui seul, est celui qui sauvera leur village. Une notification de quête apparaît pour Ji-hoon, connectant directement la prophétie du chef à sa quête principale de construire une faction de monstres. Il questionne le lien. La concentration de Ji-hoon s'aiguise immédiatement alors qu'il s'accroche au mot du chef. Il réalise que l'expression « sauver le village » implique un désastre imminent. La scène coupe de façon inquiétante sur le sbire du boss des bandits, une femme a l'air rusée avec un bâton dans la bouche. Elle déclare que son boss a perdu quelque chose et suggère un marché. Trouver l'objet, et les hommes bêtes vivront. Un sentiment soudain et aigu d'effroi envahit Ji-hoon, ses yeux s'écarquillant d'alarme. Se retournant brusquement, il appelle Ria avec urgence, attirant son attention. Avec une expression grave, il lui pose une question critique. A-t-elle été suivie en venant ici? Ria le regarde sérieusement et commence à expliquer les défenses du village, déclarant que Warren est caché derrière une montagne rocheuse et n'a jamais été découvert auparavant. Elle élabore sur la géographie. Le village est protégé par une chaîne de montagnes escarpées d'un côté et un vaste océan de l'autre, le rendant quasi inaccessible. Il y a, cependant, un autre moyen d'entrée. La scène montre un trou camouflé dans le sol, l'entrée des tunnels secrets creusés par les hommes lapins. Une vue en coupe révèle le véritable génie de leur défense. Les tunnels forment un labyrinthe complexe et ramifié profondément sous la terre. Ria conclut son explication, déclarant qu'à cause de ce labyrinthe complexe, trouver le bon chemin vers Warren est presque impossible pour tout étranger. Ria le rassure avec confiance qu'elle n'a rien remarqué d'étrange quand elle est passée par le tunnel. Ji-hoon semble légèrement soulagé, mais une ombre de doute persiste. Malgré ses paroles, Ji-hoon n'arrive pas à se défaire de son malaise. Son regard dérive vers sa jambe encore bandée, se demandant ce qui peut causer ce sentiment persistant d'effroi. La caméra descend vers une tache sombre sur le sol de la grotte, révélant une petite mare de sang frais, un signe clair que quelqu'un de blessé est passé par là récemment. Émergeant de l'obscurité du tunnel secret, le bandit entre dans la lumière avec un sourire sinistre. Ses yeux tombent sur le village étendu et caché de Warren. Avec un ton triomphant et sinistre, il déclare « Je vous ai trouvé ». Chapitre 7 – La plus grande guerrière de Warren. Dans les terres tranquilles des hommes bêtes, une alarme soudaine est donnée. Un humain a été repéré. Ji-hoon, l'air déconcerté, se retrouve dans le village des hommes bêtes,
appelé Warren. À ses côtés, Ria, la fille renard aux cheveux blancs, regarde avec un choc égal alors que les hommes-bêtes crient à propos d'un humain infiltrant leur foyer. Les hommes-bêtes, menés par un grand minotaure nommé Thor, ont capturé l'un des bandits qui a attaqué Ria. Le captif, un homme chauve, est ligoté et a l'air terrifié par le langage étrange des hommes-bêtes. Ji-hoon s'adresse à la foule, révélant qu'il les a pistés jusqu'ici. Il explique qu'il a simplement suivi la piste des blessures que le bandit a subies lors de son combat avec Ria. Ria est stupéfaite. Elle n'arrive pas à croire que Ji-hoon la filait depuis le début, surtout quand elle était si sûre d'avoir surveillé attentivement ses alentours. Submergée par la culpabilité, Ria s'excuse auprès de son peuple pour avoir mené un humain à leur village caché. Cependant, Thor, le grand minotaure, lui dit fermement que ce n'est pas sa faute. Thor s'adresse au village entier, disant à Ria qu'elle n'a pas besoin de s'en vouloir. Il explique que porter un humain blessé tout ce chemin a dû être difficile. Maintenant qu'ils ont attrapé l'intrus, tout ce qu'ils ont à faire est d'effacer la trace de sang pour empêcher quiconque de les trouver. Les autres hommes bêtes, un groupe de filles lapins, se précipitent aussi aux côtés de Ria, soupirant de soulagement et la rassurant qu'elle n'a rien fait de mal. Une réalisation soudaine frappe Ji-hoon. Il se rappelle l'attaque précédente et pose à Ria une question critique. « Attends une seconde. Il y avait 3 bandits. Où sont les 2 autres ?» Entendant cela, le bandit capturé commence à rire de manière maniaque. Il traite moqueusement les hommes bêtes de « stupides ordures » et déclare que le village entier sera bientôt en flammes. Le bandit continue ses provocations avec un sourire fou, révélant qu'ils font partie d'une bande de bandits notoires que même le royaume a abandonné, dirigée par un boss connu seulement sous le nom de Screaming Hall. Ces menaces escaladent alors qu'ils se vantent que Screaming Hall sera là d'une minute à l'autre, menant une force de plus de 200 de leurs frères pour détruire le village. Ji-hoon est visiblement surpris. Le nom Screaming Hall lui est familier, probablement de sa connaissance du monde du jeu. Pendant ce temps, dans une grotte sombre, l'un des autres bandits, un homme aux longs cheveux bruns et au visage amoché, trébuche vers l'avant, soutenu par son grand complice. Le bandit blessé lève les yeux faiblement, le visage couvert d'échymoses et de sang, alors qu'il appelle son boss. Il pointe d'un doigt accusateur vers une silhouette sombre, exigeant vengeance. « Non, grand frère. Ce type m'a frappé. Venge-moi. » La silhouette du boss, Screaming Hall, reste silencieuse, son casque à cornes projetant une ombre menaçante. Soudain, l'attitude du bandit blessé change pour une excitation folle. Il hurle qu'il a trouvé le « repère des renards », qu'ils utilisent pour entrer et sortir et propose de montrer le chemin. Screaming Hall entre enfin dans la lumière. Un homme à l'air impitoyable avec des lunettes de soleil et une épaulière en forme de crâne, il sourit cruellement et félicite son subordonné. Et « Bien joué, petit frère !» Avec un sourire glaçant, Screaming Hall donne l'ordre. On se dirige vers le repère tout de suite. L'attaque sur Warren est sur le point de commencer. Son sbire, le bandit aux longs cheveux, sourit en coin, rempli d'un plaisir vindicatif à la pensée du raid à venir. De retour à Warren, le bandit captif continue de jubiler, révélant aux hommes bêtes horrifiés qu'il n'était pas le seul à être arrivé aussi loin. Toute cette situation faisait partie du plan de son boss. La scène fait un flashback sur les bandits en fuite. La brute massive essaie de soutenir le boss, mais il le repousse. Le petit bandit crie, insistant que le boss doit d'abord faire soigner ses blessures. Mais il refuse avec véhémence, insistant que ce n'est pas encore le moment de retourner à leur cachette. La scène fait un flashback vers la forêt où Ji-hoon gisait inconscient. Il s'avère que les 3 bandits ne sont pas partis. Au lieu de cela, ils ont fait demi-tour et les ont traqués tout du long. Le bandit captif rit, la voix remplie de malice. Il regarde les villageois terrifiés et déclare que, à partir de maintenant, ils sont tous morts. Ria foudroie le bandit du regard, ses yeux remplis d'un mélange de confusion et de colère. Elle ne comprend pas ces mots, mais elle peut sentir la menace derrière eux. Ignorant les provocations du bandit, Ria se tourne vers Ji-hoon, appelant son nom avec urgence, cherchant des réponses et des conseils dans cette crise soudaine. L'expression de Ji-hoon est sombre. Il énonce la terrible vérité évidente. Les bandits savent où est le village, et ils arriveront d'une minute à l'autre. Tout le poids de la situation s'abat sur Ria. Ses yeux s'écarquillent de pure terreur alors qu'elle réalise le danger imminent pour son foyer. Alors que la panique commence à s'installer, l'esprit de Ji-hoon s'emballe. Screaming Hall. Je me disais bien que ce nom me disait quelque chose. Les pièces d'un souvenir oublié commencent à s'emboîter. Il plonge dans son passé, se souvenant du jeu qui l'obsédait, Night Defense. Dans le jeu, les joueurs gagnaient de l'expérience en repoussant des vagues de monstres attaquant le royaume, permettant à leurs chevaliers de monter de niveau et de devenir plus forts. Mais il se rappelle que monter de niveau ne suffisait pas pour survivre éternellement aux vagues d'ennemis de plus en plus difficiles. L'équilibre du jeu était plus complexe que ça. Pour surmonter cela, le jeu avait un autre système, une fonctionnalité représentée par une icône de carte. Ce système impliquait des personnages connus sous le nom des « aventuriers ».
Les joueurs formaient un groupe de chevaliers pour les envoyer en mission et terminer divers niveaux. Cet écran de formation de groupe montre différentes classes de chevaliers, comme un héros de rang S et des soldats de rang inférieur. Terminer un niveau avec succès récompensait le joueur avec divers objets, comme une dague de bandit, avec un bonus d'attaque, et de la monnaie du jeu comme de l'or. Ji-hoon se souvient de la carte du monde. Les niveaux commençaient au tout premier niveau, E1A1, reste des gobelins sauvages, situés dans une zone verte et vallonnée. La carte était vaste, s'étendant jusqu'au niveau final, octobre 2010, forteresse du roi démon, un paysage ardent rempli de lave. Il y avait un total de 100 niveaux dans le jeu. Sa mémoire se focalise. À l'époque où il était encore dans le monde réel, jouant au jeu sur son téléphone, il se rappelle que bien qu'il ne se souvenait pas de chaque niveau, il se rappelait vaguement la partie finale du niveau janvier 2010. Le souvenir devient clair comme de l'eau de roche. C'était un niveau appelé « repère de Screaming Hall », décrit comme un village caché derrière une colline rocheuse, une description qui correspond parfaitement à Warren. En y repensant, il se rappelle que chaque niveau avait sa propre histoire de fond. Le lore pour ce niveau particulier décrivait un gang brutal dirigé par le bandit notoire Screaming Hall. Bien qu'il n'ait pas lu chaque histoire, un fait était certain. La réalisation glaçante le frappe. Durant tout le temps où il a joué au jeu, il n'y avait aucun niveau appelé Warren. Le vrai nom du village dans le code du jeu était le repère des bandits. Et selon le lore immuable du jeu, le destin de ce niveau était scellé. Une image d'un village en flammes traverse son esprit. Cet endroit se fait détruire. De retour au présent, le bandit captif, inconscient de la révélation de Ji-hoon, change de ton pour un sourire suffisant. Il décide de faire une offre aux hommes bêtes. « Celui qui me laisse partir, crie-t-il à la foule terrifiée, je demanderai au boss de l'épargner. » Il tente de semer la discorde et de sauver sa propre peau. Ji-hoon observe la scène sombrement. Il sait que les hommes bêtes ne comprennent peut-être pas les mots de l'homme, mais le ton venimeux et l'attitude confiante du bandit répandent déjà la peur. La terreur s'infiltre dans le cœur de chacun. Un jeune enfant homme-bête sent le changement d'atmosphère et dit nerveusement à sa mère que quelque chose ne va pas. L'écho de la peur se répand, et tout revient à Arya. Elle est horrifiée, réalisant que c'est à cause d'elle que Warren et tous les hommes bêtes vont être massacrés. Le captif continue de se débattre et de crier, exigeant d'être détaché. Il jubile que bientôt, Warren deviendra la nouvelle base d'opération des bandits. Une ombre tombe sur le visage de Ji-hoon, ses yeux remplis d'une nouvelle détermination froide. Il a vu le futur écrit par le lore du jeu, et il refuse de l'accepter. Je ne peux pas laisser ça arriver. Alors que le bandit captif continue de crier des menaces, Ji-hoon marche vers lui avec détermination. Il pense, Warren deviendra le centre de ma faction de monstres. Ji-hoon domine le bandit, son visage dans l'ombre et intimidant. Tu t'es pointé au moment parfait, dit-il froidement, puis ordonne, maintenant dépêche-toi et interprète. Avant que le bandit ne puisse répondre, Ji-hoon serre le poing, le bruit faisant écho à sa décision ferme. Il déclare que Warren sera leur forteresse. Avec un coup de poing rapide et puissant, il assomme le bandit, réduisant au silence ses provocations démoralisantes. Thor et les autres villageois hommes-bêtes regardent, complètement stupéfaits par l'affirmation soudaine et violente de l'autorité de Ji-hoon. Arya couvre sa bouche sous le choc, les yeux écarquillés alors qu'elle murmure son nom, Ji-hoon. Ji-hoon se tient au-dessus du bandit tombé, de la fumée s'élevant presque de son poing encore serré. CHHHHD. J'en ai assez entendu de ce bavardage inutile, dit-il, la voix dangereusement calme. Avec une nouvelle résolution, il se tourne pour faire face aux villageois terrifiés et fait une déclaration simple et puissante. Battons-nous. Inspirée par son courage, la peur de Arya est remplacée par de la détermination. Elle se dresse fièrement et proclame « Nous protégerons Warren, quoi qu'il arrive ». Mais le Minotaure, Thor, les ramène à leur sombre réalité. Il regarde le ciel et déclare platement « C'est impossible ». Thor se tourne vers Ji-hoon, le visage lourd de désespoir. « S'il te plaît, regarde autour de toi », supplie-t-il. « Nous avons construit ce village caché derrière la colline rocheuse, parce que nous sommes faibles. » Il explique que la plupart des villageois sont des femmes et des enfants, des gens qui n'ont jamais mené une vraie bataille de toute leur vie. Thor laisse échapper un rire amer, soulignant leur impuissance totale. Comment pourrait-il riposter contre des bandits armés jusqu'aux dents? Ha ha ha. Les mots de Thor sont soudainement coupés par le rire de la vieille chef du village. Elle le regarde et demande « N'es-tu pas habituellement celui qui est intelligent et vif ?» Puis, la vieille chef prend sa décision finale. Elle s'adresse à chaque homme bête présent et annonce « À partir d'aujourd'hui, Ji-hoon est le nouveau chef de Warren. » Cela confirme le leadership de Ji-hoon, lui donnant le mandat de les diriger dans la bataille à venir. Le bruit de pas en marche résonne à travers la forêt alors que la horde de bandits approche. Screaming Hall et son subordonné sont arrivés. Le subordonné pointe avidement l'emplacement, confirmant
Ouais. Juste là-bas, boss. Screaming Hall surveille le paysage. Un village caché derrière une colline rocheuse. J'aime ça. Il a déjà décidé de son sort. À partir de maintenant, on le prend. Avec un sourire cruel, il déclare son intention aux subordonnés à côté de lui. Et ça deviendra la nouvelle base du gang de Screaming Hall. Se tournant vers son armée de centaines d'hommes, Screaming Hall donne l'ordre final et brutal. On y va. Massacrez-les tous. Les bandits rugissent et chargent vers Warren. De retour à l'entrée du village, Thor donne à Ji-Hoon un aperçu stratégique sombre. La force des bandits est estimée à environ 200 hommes. Et en comparaison, la force de combat de Warren est. Thor commence à lister leurs combattants. Moi y compris, nous avons 3 hommes bêtes taureaux. Il regarde tristement sa propre famille, impliquant qu'ils ne sont pas des combattants. Il continue le maigre des comptes. 2 hommes bêtes cerfs à l'apparence timide et 5 hommes bêtes moutons qui ont l'air tout aussi inaptes au combat. Il ajoute la seule femme bête renard, Rhya, et désigne la vaste foule d'hommes bêtes lapins qui constitue la majorité de la population. Le total final est de 101, plus les autres hommes bêtes, faisant un grand total de seulement 112 villageois contre 200 bandits aguerris. Thor regarde Ji-Hoon avec désespoir, demandant s'ils ont même une chance. Ji-Hoon, prenant des notes, reconnaît sombrement la réalité de leur situation. Donc on est contre le double de notre nombre, Mais en tant que gamer, l'esprit de Ji-Hoon bascule immédiatement vers la stratégie. Il sait que ce n'est pas juste une bataille ordinaire. Dans les jeux, ce qui compte vraiment n'est pas le nombre brut, mais les stats individuels, leur rang et leur niveau. Ses pensées se tournent vers Rhya. Il se souvient que même si elle a été prise en embuscade par les bandits, elle a quand même réussi à en assommer un en un seul coup puissant. Il visualise sa force en termes de jeu. Un 3 contre 1 aurait été dur, mais il est confiant qu'elle aurait pu gagner un combat en 2 contre 1. Cela contredit ce que Thor vient de dire sur le fait que les hommes bêtes n'ont jamais combattu auparavant. Une étincelle de réalisation frappe Ji-Hoon. Il reconsidère les mots de Thor. Peut-être que « jamais combattu » ne veut pas dire qu'ils sont incapables de se battre. Ça pourrait juste vouloir dire tout autre chose. Une mécanique de jeu critique lui vient à l'esprit, forme bestiale. Il réalise que les villageois pourraient posséder une capacité de transformation cachée et puissante qu'il a vue dans le jeu. Une vague de confiance l'envahit. Si tout le monde ici est même proche du niveau de Rhya, pense-t-il avec une lueur déterminée dans l'œil, il pourrait surmonter tout ce problème de nombre. Pour confirmer son hypothèse, il se tourne vers Thor. Toro. Thor le corrige bourrumement, mon nom c'est Thor Brunla. Imperturbable, Ji-Hoon pose sa question critique. Thor, selon les standards de Warren, où classerais-tu Rhya en termes de force? Thor s'arrête pour réfléchir, un crayon sur le menton, tandis que le cœur de Ji-Hoon bat d'anticipation. Ji-Hoon se dit nerveusement. C'est ça. C'est une mission de débutant. Il ne me donnerait pas quelque chose d'impossible. Pas vrai. Alors que Thor prépare sa réponse, la scène coupe sur Rhya interagissant joyeusement avec la petite créature rouge. Il commence. Si je devais l'expliquer. Rhya est. Thor donne la réponse, et ce n'est pas ce que Ji-Hoon attendait. Avec un sérieux total, il déclare que Rhya est la guerrière la plus forte de Warren. Il élabore pour souligner, expliquant que même si chaque personne à Warren, tous les lapins et autres hommes bêtes, s'alliaient contre elle en même temps, Rhya finirait quand même par gagner. Le projecteur tombe sur un Ji-Hoon stupéfait alors qu'il assimile cette nouvelle information dévastatrice. L'espoir stratégique de Ji-Hoon vole en éclats. Il réalise ce que Thor est en train de dire, Rhya est une anomalie. Les autres sont, en fait, complètement inutiles au combat. Son grand plan a une faille fatale, et le chapitre se termine sur son expression abasourdie.